Elle lui la caméra, je vais regarder là. N'achetez jamais une chambre salon de plus de 70 mètres carrés, c'est de la folie. Je l'explique. Je pense qu'ici, on n'aura jamais la prétention de donner des réponses. On va plutôt donner des outils pour se poser des questions. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu vas en acheter 10, ton premier, tu l'achètes pas de la même masse. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous immobilier, Immobilier d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que j'attendais tout particulièrement, qui s'appelle Pathé Diallo, qui va se présenter dans peu de temps. Mais juste pour vous donner un peu le contexte de pourquoi j'ai absolument souhaité le recevoir, c'est que Pathé, en 2 ans et demi, c'est 3 projets immobiliers en VFA en cours, 2 projets immobiliers livrés, plus d'une 50aine d'appartements qui ont été livrés avec succès, avec une 60aine de clients répartis dans plus de 11 pays. Donc, grâce à tous ces accomplissements, il m'a semblé normal de recevoir Pathé Diallo et de discuter de son parcours, ses accomplissements et surtout la partie qui m'intéresse le plus, son mindset. À travers cet épisode, j'espère que vous pourrez découvrir des techniques liées au mécanisme d'investissement, à l'analyse de la rentabilité et puis surtout à tout l'aspect relationnel et social qu'on néglige souvent dans la partie d'investissement immobilier. Sans plus attendre, Pathé, bonjour, comment tu vas ? Très bien, et toi? Écoute, ça va. Très content de te recevoir. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Super. Alors, ce qu'on va faire, présente-toi un peu dans les grandes lignes, raconte-nous un peu ton parcours. Je m'appelle Pathé Diallo, j'ai 32 ans. Je viens de banlieue parisienne, Sevran pour ceux qui connaissent. Je suis né et grandi en France. Ensuite, parcours académique classique. Je suis allé jusqu'en bac+2. Mais pour l'anecdote, je n'ai même pas passé l'examen. Parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, je jouais au basket à côté. Ouais. Le basket a rythmé mes années lycée et fac. Mais je me suis rendu compte que le diplôme, il n'allait pas me servir à grand-chose. J'ai fait un BTS MUC. Donc, quand c'était le jour de l'examen, j'ai pris mes affaires et je suis rentré. J'ai arrêté le basket à ce moment-là. J'ai dit que j'allais devenir salarié, mais j'avais un but précis déjà, c'était de m'intéresser à l'immobilier. Waouh. Donc, le jour de l'examen, tu abandonnes tout et tu as un rêve en tête, te lancer dans l'immobilier. Yes. Mais raconte-moi un peu comment, en ayant grandi dans un quartier, Sevran, que je connais bien, puisque moi j'ai grandi à côté aussi à Villepinte, raconte-moi comment tu fais la connexion entre banlieue et après investir dans l'immobilier. C'est quand je jouais au basket, j'étais logé par un jeune monsieur qui avait peut-être 7 ans de plus que moi. Et le club m'avait trouvé cet appartement. Et comme il me paraissait assez jeune, j'ai commencé à lui poser pas mal de questions. Et il me disait qu'il investissait dans l'immobilier. Il m'avait un peu expliqué et ça m'avait frappé parce qu'il était jeune. Donc je me suis dit, on avait peut-être 5 ou 6 ans d'écart. Si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc de là, en fait, tout mon processus de basket a été, je vais pas en refaire toute ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je voulais pas être salarié. Parce que j'ai été, à côté de ça, je faisais des alternances. Et j'ai détesté. Le salariat, j'ai détesté. Honnêtement, faut pas le faire, hein, mais je faisais des arrêts maladie pour pas aller. Tellement je détestais ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose pour être libre et avoir de quoi vivre assez pour être libre. Donc du coup, l'immobilier, pour moi, c'est le véhicule qui m'a permis de. Et après, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé à m'intéresser dans l'immobilier, mais on pourra peut-être en reparler plus tard, en 2015-2016. Raconte-moi un peu les premières étapes de ton premier projet immobilier où tu as investi. Quels étaient les balbutiements, comme on dit? Non, c'était dur. Hein. C'était dur. Pour l'anecdote, on m'a refusé 16 fois un prêt bancaire. Avant d'avoir mon premier bien, je l'ai acheté en 2017. Wow. Mai 2017, je me rappelle comme si c'était hier. Je travaillais en location de voiture. Et non, à l'époque, je travaillais chez SFR, avant la location de voiture. Et je m'étais dit, tout bonnement, je vais faire un dossier bancaire, je travaille, je gagnais à l'époque 1500, 1400 euros. Et je me suis rendu compte que mon dossier n'était pas bon. Parce qu'à chaque fois, on me disait que c'était pas possible. Ça fait mal parce qu'en tant qu'humain et l'ego, il en prend un coup. On te dit non, monsieur Diallo, ça va pas marcher, mais non, oubliez, etc. Et au bout de la 16e fois, à chaque fois, je demandais au banquier qu'est-ce qui ne va pas dans mon dossier. Et donc, du coup, à chaque fois, je modifiais mon dossier. Et la 17e fois, on m'a accepté mon prêt de 70 000 euros. Et j'ai acheté un appartement à Angers, où c'était une chambre que j'ai transformé en 2 chambres. Donc, j'étais déjà un peu visionnaire, on va dire, sur les bords. Et donc, du coup, j'ai fait une colocation. Mais c'était 2 filles qui sont rentrées en août 2017. Et j'ai gagné mes premiers 100 euros comme ça. Je gagnais assez
pour payer mon crédit, payer toutes mes charges, il me restait 100 euros. Attends, mais raconte-moi quelque chose qui m'intéresse. On te dit plus d'une dizaine de fois non pour un crédit bancaire. Et raconte-moi à ce moment-là le mindset que tu as adopté pour, un, ne pas abandonner, et deux, à la place de prendre mal les non, de se dire qu'est-ce que je peux faire différemment. D'où vient ce mindset? En fait, moi, mon pourquoi, il était beaucoup plus fort. Parce que moi, j'avais pas le choix. Ça me brûlait, je voulais plus être dans le salariat. Et comme je dis souvent, j'avais pas de plan B. Donc, pour moi, c'était à moi de voir les choses différemment et pas à eux. Et à moi de vendre le projet. Parce que moi, je crois en mon projet et pas eux. Donc, in fine, je leur en veux pas de m'avoir dit non, tant mieux. Mais après, moi, j'ai ce côté-là où, pour me motiver, il faut me dire tu n'es pas capable. Moi, je suis comme ça. Et donc, comme moi, je croyais en mon projet, ben, il fallait que je le vende. Et honnêtement, j'avais pas d'autre choix que de réussir ça. Parce que sinon, je me voyais rien. J'avais pas d'autre option, en fait. Honnêtement, j'avais rien d'autre à part acheter ce bien, en acheter plusieurs pour quitter mon emploi. Écoute, en tout cas, déjà, un premier aspect qui m'interpelle, c'est le mindset. Déjà, d'avoir son pourquoi et de se concentrer sur son pourquoi au-delà des circonstances qui peuvent te perturber. Et deuxièmement, la notion de responsabilité. De se dire que l'autre ne peut pas être plus investi que moi Exact. dans la réussite de mon projet. Totalement. Et d'assumer ça. Parce que bien souvent, on entend « Oui, mais il ne m'a pas soutenu, ils n'ont pas cru en moi. » C'est Qu'est-ce ça. que tu penses de ce genre de phrase? Ça, je suis désolé, hein, je vais mettre les pieds dans le plat, mais ça, c'est un peu du bullshit. Parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas croire en son projet. Donc, moi, quand je te donne, par exemple, mes projets, moi, je t'en veux pas si tu y crois pas. Parce que c'est mon projet, c'est pas le tien. Donc, c'est de ma responsabilité. Et donc, en fait, quand les gens commencent à dire oui, mais il m'a pas soutenu, il a pas cru en moi, automatiquement, il attend du soutien d'une personne qui croit pas en son projet. Et donc, du coup, on est responsable de nous-mêmes et de ce qu'on fait. Et je dis souvent, les gens se fâchent beaucoup quand, par exemple, on prend un rendez-vous et que tu vas pas venir à l'heure, je vais me fâcher. Donc, que toi, et que tu tiens pas tes promesses. Mais moi, je me fâche jamais quand je tiens pas mes propres promesses. C'est-à-dire, par exemple, on va à la salle de sport, lire des livres. Les gens sont jamais fâchés quand ils tiennent pas leurs propres promesses, mais sont toujours fâchés quand les autres tiennent pas leurs promesses. Moi, j'aime beaucoup cette notion de, en anglais, accountability, Exact. responsabilité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, surtout quand tu es ambitieux, en fait, ton benchmark et ton challenger, c'est toi-même. Exactement. Ton premier, tu l'as fait. Comment tu as enchaîné les suivants? Comment est venu l'appétit pour en faire d'autres? En fait, comme je disais, j'ai gagné 100 euros. Et on était en 2017. Honnêtement, j'étais dans le canapé chez ma mère. Quand j'ai reçu l'argent, je pensais que j'étais le roi du monde. Je me suis dit, bon, ok, ben, je vais faire des maths. Si j'arrive à faire ça sur plusieurs appartements ou des immeubles de rapport, ben, en fait, je peux vite gagner bien ma vie. Donc, du coup, j'ai acheté 2 immeubles. Et après, j'en ai acheté un 3e et un 4e sous prêt bancaire. Mais l'idée a été de vraiment avoir un partenaire bancaire et d'avoir une opération blanche. Pour donner un exemple pour ceux qui ne comprennent pas, je vais emprunter pour 500 euros, mais je vais avoir des revenus de 1500 euros sur le projet. Donc, du coup, l'opération que je fais couvre les charges de la banque. Et à chaque fois, sur mes 4 immeubles, j'ai réussi à avoir 500 euros net. Donc, j'étais à 2000 euros par mois. Et là, après, j'ai dit, OK, ben, j'arrête mon travail et puis let's go, quoi. Ok, alors là, tu vois, pour les passionnés d'immobilier, tu viens de toucher plein de fils qui me passionnent. Le premier, déjà, tu as parlé de revenus passifs. Donc, bien sûr, on caricature, installé sur ton canapé, indépendamment du fruit de ta transpiration, tu as des revenus. Ensuite, deuxièmement, tu as parlé de quelque chose qui est très intéressant et je pense qu'on y reviendra plusieurs fois. Tu as parlé de ta capacité d'emprunt. Puisque les banquiers, quand ils vont venir voir le dossier que tu leur présentes, ils vont se demander quelle est la capacité de cette personne à rembourser l'emprunt déjà, parce qu'on parle souvent d'avoir des garanties, de pouvoir hypothéquer des choses, mais la première chose que le banquier va regarder, c'est ta capacité à rembourser. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, la fiabilité de ton modèle et comment tu le présentes. Et je vais insister sur cet aspect-là de comment tu le présentes, parce que raconte-nous comment toi, tu présentais tes opérations à tes banquiers pour les rendre attractives. C'est vrai que tu me dis ça parce qu'il y a quelques jours, hier, j'étais encore à Kigali. Ouais. Et je parlais de ça à un jeune homme qui me demandait comment j'avais fait. Ben moi, au bout des 16 fois, je savais ce qui allait pas dans le dossier. Donc déjà, faut bien se présenter. Mais pour la partie technique, moi, mon dossier, il était complet. C'est-à-dire que je venais avec des originaux, mais j'avais que des copies. C'est-à-dire que dans mon dossier, je me rappelle, sur mon 2e prêt, j'ai donné mon dossier à la banquière. Elle commence à enlever les agrafes pour faire des copies. Je lui dis non, c'est déjà les copies. Elle m'a dit, mais si vous êtes organisé comme ça, c'est que votre projet va réussir.
Et c'est comme ça qu'en fait que j'agissais. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais, je connaissais mon projet par cœur. Les prix par cœur. J'apprenais par cœur. C'est-à-dire que je me donnais des questions et des objections pour les connaître par cœur et pour répondre au tac au tac. Parce que le banquier, il investit sur nous. Donc, il se dit que si je gère mon dossier bancaire comme ça, en fait, mon projet immobilier, je vais aussi le gérer de la bonne manière. Donc, je connaissais mon dossier par cœur, mon projet par cœur. Il n'y a pas d'à peu près. On n'est pas là pour faire de l'à peu près parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et ça peut devenir très dangereux quand on ne gère pas ça correctement. Mais je connaissais vraiment mon dossier par cœur. Je trouve que c'est hyper intéressant, cette notion de disposer d'un bon dossier technique avec des bons arguments ne suffit pas. Il y a comment toi tu le présentes et comment toi tu te présentes aussi, qui sont deux éléments qui sont très importants. Et souvent, on oublie que le banquier, il prend un risque, il prend un pari. C'est ça. Et lui, demain, il devra rendre des comptes. Exact. Et quand on lui demandera, bah tiens, cette personne, elle a eu un défaut de paiement 1, 2, 3, 4 fois, on lui demandera, mais qu'est-ce que tu as vu dans cette personne qui t'a donné envie de croire en elle, non ? C'est vrai. Donc toi, tu avais déjà, entre guillemets, cette intelligence émotionnelle, intelligence sociale, de ne pas que regarder les chiffres, les dossiers et les pourcentages, mais de regarder aussi les interlocuteurs que tu avais en face de toi. Exact. Raconte-moi un peu comment tu appréhendes les comportements humains quand il s'agit de gérer ton immobilier déjà à ce stade pour la banque. Déjà, je posais 2-3 questions du style est-ce que la personne avait déjà investi? Est-ce qu'elle était familière avec l'immobilier? Et je me rappellerai, j'ai été dans une banque, j'ai posé ces questions-là, la personne m'a dit non, moi l'immobilier, j'aime pas trop, etc. Je dis écoutez, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre parce que je pense qu'on va pas se comprendre. Clairement. Le monsieur m'a clairement dit, il n'y a pas de souci, j'ai mon collègue qui adore l'immobilier, allez le voir. Et en fait, ça, c'est comme si on aime le foot. Si je te parle de foot, ben, ça te parle. Mais si t'aimes le rugby, j'aime le foot, ou j'aime le basket et t'aimes le foot, on va pas se comprendre. Donc, du coup, il faut chercher un peu cette similarité dans son interlocuteur pour pouvoir après le vendre. Parce que quelqu'un qui n'est pas intéressé par un domaine qui est, nous, l'immobilier, on peut pas lui vendre ça. Parce que lui, il a toujours en tête de oui, j'ai mon oncle qui a acheté, mais le locataire, il paye pas. J'ai les toilettes qui fuient. Tu sais, des choses qui n'ont rien à voir. Mais comme il a ces croyances-là, ben en fait, automatiquement, il va les mettre sur moi, mon dossier. Donc, automatiquement, je cherchais de la similarité sur mon interlocuteur. Et ensuite, je montrais par A plus B que le projet était rentable. Parce qu'après, ça reste des maths. Donc, automatiquement, quand le banquier te dit « Ok, vous pouvez emprunter, vous avez quoi, 500 € de mensualité », mais qui voit que sur le projet, il y a 2000 €, c'est difficile après de dire non. Et après, il faut montrer des pattes blanches et des preuves. C'est-à-dire que moi, dans mon dossier, j'avais déjà tous les contrats des locataires. J'avais plein de choses pour appuyer mes dires. Parce que c'est facile de dire les choses, mais il faut les montrer. Et donc, du coup, j'ai même un banquier, pour la petite histoire, qui a voulu visiter un de mes projets. Il m'a dit « Ok, je vous finance, mais je vais aller voir l'immeuble. Parce que ça me paraît trop beau pour être vrai. » Et on est allé, c'était pas dans ses horaires de travail. Donc, en fait, ce qui m'intéresse énormément dans ce que tu dis là, c'est que tu t'intéresses à ton interlocuteur et avant de rentrer déjà dans le dossier pur et dur, tu te dis à qui j'ai affaire et comment cette personne pense. Je détecte chez toi, dis-moi si je me trompe, une quête d'efficacité. De ne pas s'amuser à parler de 30 minutes d'un dossier et de parties qui n'intéressent pas mon interlocuteur et de se concentrer sur qu'est-ce qui fait mouche chez cette personne. Je me trompe ou pas? Non, totalement. En fait, il y a une chose en moi, c'est que je n'aime pas perdre du temps. Et j'aime être proactif et efficace. Je ne vais pas parler pendant 20 minutes d'un dossier sur lequel, in fine, on me dit non, juste parce que la personne, elle n'est pas intéressée par l'immobilier. On a tous du temps à gagner et je pars du principe qu'on n'a pas de temps à perdre. Et moi, c'était un peu une question de vie ou de mort, honnêtement. J'avais 27, 28 ans. Et pour moi, il était très, très important d'investir. Et j'ai dit ça hier à une collaboratrice, je lui ai dit, l'immobilier, c'est ça. En tout cas, tu as besoin de convaincre 2 personnes. Et ta vie peut changer. Le banquier, le vendeur. Donc, quand on voit les choses de cette manière, on fait abstraction de tout ce qui se passe autour. Parce qu'on a toujours la petite histoire de non, mais ça va pas marcher. Quand on commence à en parler à la famille, aux amis, là, c'est fichu. Et surtout, quand on a cette chose qui brûle en soi de dire, ben, moi, j'ai que ça ou rien, ben, en fait, on va tout droit et on va droit au but. On va vraiment droit au but. Je vais avancer un peu sur ton parcours, puisque là, tu as fait plusieurs opérations réussies en France métropolitaine. Raconte-nous comment tu as atterri à entreprendre au Sénégal. Comment ce voyage-là s'est réalisé?
Bon, moi, je venais souvent quand j'étais plus jeune. Donc, moi, le Sénégal, ça a toujours été mon pays parce que je fais partie des Africains où les 2 mois d'été, on était ici. Et quand j'avais acheté de l'immobilier, bon, j'avais un peu plus de temps. Après, j'ai fait d'autres opérations dans l'entrepreneuriat et je venais en vacances. Et je m'intéressais, je me suis dit, j'ai fait de l'immobilier en France, je vais regarder. Et quand j'ai commencé à rencontrer des agents immobiliers, commencé à voir les prix le marché, les prix des terrains, les prix des appartements, je me suis dit, non, là, il y a un truc. Je me suis dit honnêtement, et au début, j'y croyais pas. C'était trop beau pour être vrai. Donc, je me suis dit, il y a un truc. Je suis venu 2 mois. Je suis resté 2 mois. J'ai dit, je vais regarder. J'ai vu peut-être 30 agents immobiliers, plusieurs développeurs. J'ai vu du monde. Et là, je me suis dit, bon, c'est un peu, pour moi, c'est une qualité, mais pour d'autres, c'est un défaut. Moi, je pars du principe que je ne suis pas plus bête qu'un autre. Mais je prends le temps d'analyser la situation et je me lance. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas la promotion immobilière. J'avais essayé en France de trouver un terrain, de faire un partenariat. J'ai vite vu les limites. C'était à la croisée des chemins où je venais encore souvent au Sénégal. Donc, je me suis dit, là, le projet n'a pas marché en France. Je vais essayer de le faire ici. Si on fait un parallèle avec la manière dont tu prenais le temps d'interroger tes banquiers pour les connaître, raconte-moi un peu en arrivant au Sénégal, comment tu as fait pour explorer, naviguer les écosystèmes pour mieux apprendre à le connaître? Littéralement, j'ai rencontré peut-être en une semaine 20 agents immobiliers. Je les ai tous fait venir chez moi. Et je posais toujours les mêmes questions. J'avais des quartiers en tête. Et c'est dommage parce qu'en plus, j'ai perdu mon cahier de brouillon. J'avais un cahier à l'époque, mais je posais la question, quels sont les meilleurs quartiers? Ils me répondaient, quels sont les prix du terrain dans ces quartiers-là? Ils me répondaient, quel est le prix d'achat d'un appartement, une chambre, 2 chambres, 3 chambres? Ils me répondaient. Quelle est la différence entre ce prix-là et ce prix-là? Et en fait, sur les 20 personnes, je croisais les informations. C'est comme ça que moi, je connais le marché sénégalais, honnêtement. J'ai été très bête et discipliné. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Ensuite, j'ai visité des terrains pour voir entre ce qu'on m'a dit et la réalité, si ça corrélait. Ça a été le cas. Et après, j'ai commencé à chercher un terrain. C'était très, très long parce que l'Afrique, c'est pas facile. Et je dis souvent que, en fait, tout n'est pas centralisé. Il faut croiser les informations. On ne peut pas prendre une information comptant. Il faut demander à plusieurs personnes pour avoir cette information-là. Et après, je me suis lancé. Je vais garder un aspect, la collecte de données. Parce que on peut souvent percevoir le continent africain comme un marché qu'on appelle opaque. Et ce qui fait une sorte de risque, parce que quand tu parles à des personnes qui ne sont jamais allées, tu dis c'est trop risqué, c'est trop compliqué, il n'y a pas d'informations fiables. Et moi, je partage avec toi cet amour de la data et de la collecte de données, parce qu'en fait, quand tu croises, tu cherches les cohérences et tu cherches le gap. Où est-ce qu'il y a un gap dans les incohérences que je peux exploiter? Et toi, comment tu fais pour détecter ce gap et comment tu as utilisé ce gap pour lancer ton futur projet? En fait, j'ai beaucoup de feeling sur tout ce que je fais. Tu vois, moi, je suis croyant pratiquant, donc je m'étais dit que j'allais faire le projet. Mais je sentais un peu ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai cherché mon premier terrain pour ma résidence, j'ai cherché pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai cherché. Et honnêtement, je crois que j'ai fait le tour de Dakar. Parce qu'en fait, monsieur A nous dit tel prix, monsieur B nous dit un autre prix. Pourquoi? Et quand on comprend, en tout cas pour le marché sénégalais, que en fait, il n'y a pas de limite. C'est que chacun un peu donne ses prix. Pour éviter ça, c'est que j'ai cherché pendant 6 mois et pendant les 5 premiers mois, j'avais déjà trouvé le terrain au bout du 4e mois, mais j'ai pas signé, j'ai rien demandé, j'ai rien fait parce que j'avais pas ce truc-là. Et une fois que j'étais sûr que le terrain avait la vraie valeur, parce qu'après, il faut aller négocier le terrain. Et quand on fait un projet immobilier, si on achète mal, parce que dans l'immobilier, ça on pourra en parler, la bonne opération, elle se fait au départ. Ça, on va en reparler. Donc si j'achetais mal, au moment mon projet il était fichu. Absolument. Quand tu analyses ton marché et que tu fais toutes tes statistiques un peu dans ta tête et dans ton esprit, sur un marché qui est très opaque, quelque chose m'interpelle, c'est qu'en fait, la loi de l'offre et la demande sur le continent africain, et particulièrement au Sénégal, elle est la plus pure possible. Et ça nous amène à faire une distinction entre la valeur perçue ou imaginaire et le prix. Et souvent, dans des marchés, par exemple, on prend le marché français, tu veux chercher le prix au mètre carré à Quimper, à Orléans, à Angers, tu trouves. Tu croises plusieurs sites et à peu près c'est cohérent. Tu vas même sur Se Loger, tu prends une dizaine d'offres, le rapport entre la surface et le coût d'achat, tu t'y retrouves à peu près.
Mais là, tu es parti sur le marché, tu as collecté les informations, tu as fait ces écarts toi-même. Et à ce moment-là, j'aime bien ce que tu as dit, c'est que tu as dépassionné le débat, parce que tu as certains qui te proposaient des prix extraordinaires, parce qu'ils peuvent se le permettre. Par exemple, peut-être que l'offre était faible, ils en ont abusé, Exact. et d'autres non. Et toi, comment tu analyses ce jeu d'offres et des demandes pour les terrains, pour les appartements, pour les investissements? Comment tu perçois ça? Bon, comme tu l'as dit, c'est un marché assez opaque et les informations, on les a pas vraiment. Et moi, je me suis rendu compte à mon arrivée, c'est que chacun faisait comme il voulait. Et c'est ça qui est compliqué parce que là, tu vois, comme je disais, je reviens de Kigali, tout est centralisé. Tu as besoin de savoir les informations sur un terrain, tu vas sur Internet, ils ont des sites, tu tapes un code, tu as tout ce que tu veux sur le terrain. Wow. Ils ont un autre site où ils te donnent même l'information à combien d'étages tu peux faire. Si tu dois faire des villas, si tu peux construire à 60%, 80%, ils te donnent tout. Et moi, ça a été mon gros problème ici. Donc en fait, pendant quelques mois, j'ai pris mon temps de savoir ce que je voulais, hein, et à quel prix. Et surtout, après, on parlera aussi de relationnel, c'est la famille, donc l'interlocuteur. Les gens qui vendaient des prix à des appartements ou des villas ou des terrains à des prix exorbitants, généralement, c'est des gens qui ne sont pas dans le besoin. Et eux, ils font gonfler le marché. Quelqu'un qui est dans le besoin, il va se référer au prix de base et il va te vendre à un bon prix. Et c'est un peu ça qui est biaisé ici en Afrique, surtout pour le marché sénégalais, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin. Il y a des gens qui ont 1000 terrains, donc que tu achètes pas, c'est pas leur problème. Le prix va rester le même. Tu en as d'autres, c'est le terrain des grands-parents, de la maman, du papa, donc ils vont te vendre ça à un prix cohérent. Et moi, ça a été vraiment mon combat au départ, de pas travailler avec les personnes qui me vendaient un terrain x2, x3, x4, parce que, soi-disant, le voisin, il a vendu à ce prix-là. C'est pas juste et c'est pas fair. Et c'est assez délicat, même moi, en tant que promoteur, j'essaie de me battre contre ça, parce que les prix, ils changent du jour au lendemain. Et il y a pas de... C'est pas justifié. C'est-à-dire que les gens te disent, lui, le terrain, il est à 200 millions aujourd'hui. Le voisin, il a vendu à 250. Moi, je vais vendre à 260. Mais ils savent pas comment lui, il a vendu à 250. Bien sûr. Et peut-être que c'était parce que c'était quelque chose d'inédit et que le client... Il y a une histoire dans un deal. Mm. Et c'est ça qui est biaisé dans le marché sénégalais. C'est que chacun donne ses prix. Mm. Et chacun donne l'envie ou à l'autre de pouvoir acheter un appartement ou un terrain. Et ce qui est un peu compliqué, c'est pour ça que je pense qu'en tant que promoteur maintenant, je peux dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les prix des marchés. Et on reste sur les prix des marchés. Pourquoi? Parce que si on continue à faire ce jeu-là de je vends au plus cher ou au plus offrant, en fait, on va gonfler, mais des fois, la qualité n'est pas au rendez-vous. Les services sont pas au rendez-vous. Et on délaisse un peu une autre partie de la population qui ne peut pas se permettre. Parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai commencé mon projet. Pour la petite histoire, quand j'ai fait mes prix pour ma résidence, honnêtement, j'y croyais pas. Je mettais des prix, mais c'était les prix des marchés et j'ai vendu à ces prix-là. Et on pourra en reparler après, mais j'ai un client qui a fait une belle opération, qui a acheté chez moi au prix. Fini, il a revendu plus cher avec une très belle plus-value, plus de 40%. On fait un petit arrêt sur image ici. J'aime bien une citation qui dit que la chance, c'est quand la préparation rencontre des opportunités. Et souvent, on dit à des personnes, mais lui, il a eu de la chance. Ouais. Ou il a eu du réseau, du relationnel. Mais en fait, ce que j'entends dans ton histoire, c'est tout le temps que tu mets à préparer tes dossiers que l'on retrouvait déjà à l'époque où tu préparais tes dossiers bancaires Exact. pour acheter tes biens en France. Et l'autre sujet que j'aimerais aborder avec toi maintenant, c'est quand il a fallu se lancer. Parce que c'est une chose de sonder le marché, d'avoir de l'instinct, mais quand tu passes à l'action, il y a du doute, Ouais. il y a de l'interrogation. Raconte-nous le moment où tu es passé à l'action, comment ça s'est passé? Après, bon, moi, je suis quelqu'un qui passe vite à l'action. Parce que pour moi, à force d'analyser, tu deviens paralysé. Donc, moi, Punchline. Merci. En fait, moi, j'aime pas... Et tu me connais... En fait, j'aime pas quand c'est trop là. C'est-à-dire que moi, il faut que je traite. Donc, il faut que je passe à l'action pour savoir si ça se fait ou ça se fait pas et on passe à autre chose. Donc, moi, quand je suis passé à l'action, quand j'ai trouvé le terrain, donc on négocie avec la famille, il y a des allers-retours, etc. Je viens à Dakar 2 semaines, c'était en octobre. Et je dis clairement, c'était tellement long. Et j'ai dit à la famille, écoutez, moi, je viens au Sénégal. Je reste 2 semaines. Si on ne signe pas dans les 2 semaines, vous ne m'appelez plus, je disparais. J'ai signé le projet le jour de mon départ. Pourquoi j'étais prêt? C'est parce qu'en fait, je pars du principe que quand tu analyses, il faut savoir, il faut que tu aies l'information si ça marche ou ça ne marche pas, et comment tu peux savoir ça si tu passes à l'action. Et je sais que pour certaines personnes, passer à l'action, c'est autre chose. Mais moi, j'appréhendais pas du tout. Parce que pour moi, une fois que j'étais sûr de mes calculs,
c'était bon. Là où j'ai eu des doutes, je pense qu'on en parlera après, c'est pendant le projet. Mais au départ, j'avais aucun doute. J'étais sûr que ça allait marcher. Mais après, c'est mon tempérament. Comme je dis souvent, moi, j'ai pas de plan B. Moi, j'ai qu'un seul plan A, c'est d'aller tout droit et d'avancer. C'est-à-dire que je ne cherche même pas à me trouver des excuses. Je prends mes responsabilités et j'y vais. Et donc, du coup, ce qui me permet d'aller vite, parce qu'on me dit souvent, tu es jeune, malgré ce que tu as fait, etc. Moi, je trouve pas. Mais en fait, moi, je réfléchis pendant, allez, 60% du projet avant, les 40%, je passe à l'action. Mais ça, c'est avant d'avoir même fait un projet. C'est pour ça que moi, mes projets, je dis souvent l'avant-projet, c'est le projet. Parce que pour moi, l'exécution, c'est pas grand-chose. Écoute, dans cette émission Immobilier d'Afrique, il y a plusieurs piliers importants. Le premier, c'est un petit peu la connaissance du marché et le client. Le deuxième, c'est un petit peu la compétence technique, qu'elle soit compréhension financière ou des aspects de maintenance, de construction très, très, très techniques. Je rajouterais aussi le mindset immobilier, d'avoir cette capacité à penser comme un investisseur. Et en dernier, je rajouterais aussi les compétences sociales et relationnelles dont on va parler après. Mais je veux qu'on se concentre là sur la connaissance du client et du marché. Parce que pour bien résumer ce que tu es en train de nous dire, là, tu es en phase de faire ton premier projet de promotion immobilière, c'est-à-dire de construire une résidence pour laquelle tu vas vendre les appartements en VFA, Exact. donc en vente en l'état futur d'achèvement. Ça. Et donc, ce modèle, il repose sur ta capacité à convaincre des investisseurs de te suivre et d'acheter tes appartements. Exact. Donc, raconte-nous un peu toi, ta philosophie sur le client, la satisfaction au client et de lui proposer un produit qui lui correspond. Je dirais, le seul mot d'ordre pour moi, c'est la qualité. Je dis souvent, il existe 1000 voitures. Il y a Ferrari, il y a Rolls-Royce, il y a Porsche, il y a Renault, il y a Dacia, sans manquer de respect. Et quand il y a la qualité, bah pour moi, le client, en fait, il est satisfait. Après, là où j'ai très fait attention par rapport à ce que je faisais, c'était livrer dans les délais. Parce que quand j'écoutais mes clients, ça a été dès le début, bah, on ne vous connaît pas. Peut-être que vous allez partir avec l'argent. Moi, j'ai acheté dans un autre projet, j'ai 2 ans de retard, 3 ans de retard. Qu'est-ce qui me prouve que vous allez livrer dans les délais? Donc, en fait, j'ai pas mal écouté ce que mes clients me disaient. Et ça a surtout été la qualité des finitions et les délais. Donc, en fait, je me suis concentré sur ça pendant les 7-8 premiers mois de ma construction. Et j'ai même failli arrêter mon projet parce qu'en fait, j'étais tellement concentré sur le projet en lui-même que j'ai oublié la vente. Je crois que c'était en août 2023. Non, août 2022. Mon entrepreneur, il m'appelle. Et j'avais cette croyance encore, en plus de... Je faisais la navette entre Paris et Dakar. Je faisais 1 mois ici, 1 mois là-bas. Il m'appelle et me dit, oui, du coup, là, on va enchaîner sur un autre niveau pour le décompte. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas assez. Donc, en fait, j'avais assez pour le décompte, mais j'avais pas assez pour le prochain. Et le prochain, il était dans 20 jours. Et là, je me suis dit, bah attends, j'ai pas assez vendu, qu'est-ce que je fais? Et j'avais reçu pas mal de clients, donc c'était pas ça le problème. Mais je me suis posé la question, bah en fait, comment ça se fait que j'ai reçu autant de clients et que j'ai pas réussi à vendre? Et de là, j'ai switché. Et j'ai vraiment commencé à écouter. Parce que je faisais les visites, mais je pense que dans mon langage non corporel et corporel, je donnais pas envie aux clients. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a switché. Et de là, quand j'ai commencé à faire des visites, je me rappellerai toujours, du coup, quand on était en août, en septembre, on est proche de la date où je dois repayer pour continuer. J'arrive à vendre un appartement de type F4. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose et que surtout, les clients, et le client qui a acheté pour l'anecdote, c'est un cadre qui habite en France, qui est d'origine sénégalaise, qui veut investir, etc. Et il m'a dit, j'achète avec vous parce que j'ai senti que vous étiez professionnel, qu'il allait avoir un vrai service client et que vous êtes engagé sur ce que vous faites. Et là, je me suis dit, OK, donc j'ai qu'à tenir cette ligne directive de garder ce professionnalisme que j'avais et de respecter mes engagements. Parce que bon, dans le business, il faut juste respecter ses engagements et avoir un produit de qualité. Pour moi, c'est les deux conditions
vraiment minimum à avoir. Et derrière, je me suis dit, bah, une fois que j'ai vendu, bah, automatiquement, bah, je vais penser aux clients et je vais les écouter. Donc, c'est pour ça que je suis resté focalisé dans la qualité et livré dans les délais. Et surtout, écouter le client. Après, je dis tout ça, mais paradoxalement, pour moi, le client n'est pas roi. Sinon, les gens en abusent. Pour moi, il faut cadrer. C'est pas la cour de récré. Et on est en Afrique, donc aussi, il y a les règles qu'on nous, on joue avec ici aussi. Mais j'ai pas mal écouté nos clients. Et de là, en 3 mois, j'ai tout vendu. Et maintenant, tous les clients qui achètent chez Ilios, c'est parce qu'en fait, on livre dans les délais, voire avant, et on livre de la qualité, et on est au service du client. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon téléphone, il est ouvert. Les clients, ils peuvent m'appeler. Même s'il y a un service commercial, il y a différents services, on répond rapidement à la demande, que ce soit pour la location courte durée ou longue durée, ou que ce soit pour un achat. On est proche du client, parce que je pars du principe que c'est le client qui nous fait vivre. Donc, j'essaie de me concentrer, j'en parlais avec un ami ce matin, en tant que chef d'entreprise, j'essaie de me concentrer sur ce qui a de plus de valeur dans mon entreprise. Ben, en fait, c'est le client, parce que c'est lui qui nous rémunère. Et donc, du coup, le fait de réfléchir comme ça, ben, automatiquement, ça me permet de me concentrer sur lui, d'écouter ce qu'il veut, et après de pouvoir faire le maximum pour le satisfaire. Écoute, dans ta démarche qualité que j'entends, je vois que tu es parvenu en peu de temps à convaincre aussi des investisseurs étrangers, donc de la diaspora ou étrangers, à te suivre dans tes projets. Comment tu as fait pour créer ce pont avec la clientèle de la diaspora? Ça, c'est 1. Et 2, quelles sont les préoccupations principales de quelqu'un qui ne réside pas au Sénégal lorsqu'il investit à Dakar, par exemple? Je pense que le pont, il a été créé parce que, bon, comme je suis aussi né là-bas, il s'identifie à moi. Je reste quelqu'un de très authentique. Et je dis souvent, on peut pas reprocher ça, c'est ma phrase préférée, on peut pas reprocher à quelqu'un de pas être honnête. Moi, je dis, on est honnête chez Ilios. Et je pense que le pont, il a été créé à ce moment-là. Et les principales préoccupations, c'est est-ce qu'on va finir dans les délais? Qui on est? Parce qu'encore une fois, les gens investissent de l'argent sur nous, mais est-ce que ça va bien se passer? Et surtout, est-ce qu'on va finir vraiment dans les délais? Et allez, 80% la qualité. Parce que principalement, les gens qui achètent en Afrique, on a toujours la petite histoire. Et moi-même, je l'ai eu. J'ai donné l'argent à un ami, à un cousin, à un frère. Il est parti avec. J'ai voulu construire. C'est un peu ce côté arnaque que les gens se posent. Parce qu'à chaque fois, moi, les premiers appartements que j'ai pas vendus, c'est oui, moi, j'attends que vous finissiez le gros œuvre. Donc, en fait, ils voulaient que je prouve que j'avais de quoi finir pour pouvoir me faire confiance. Donc, encore une fois, ce pont, il est vraiment par un manque de confiance. Et aussi par un manque de clarté pour les informations. Parce que nous, on a un réel suivi. Donc, quelqu'un qui achète chez nous, on lui explique tout de A à Z et on lui explique même le après. Mais les gens, quand ils viennent en Afrique, j'ai l'impression qu'ils oublient tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant j'ai perdu de l'argent parce que j'ai acheté un terrain. J'ai dit mais vous avez signé chez le notaire? Non. Mais si vous achetez dans votre pays, vous allez signer chez le notaire? Oui. Mais pourquoi vous ne le faites pas ici? Donc, c'est vraiment de dire aux gens, quand ils achètent en tout cas en Afrique ou chez Ilios, nous, on vous donne toutes les informations. Et c'est pas parce que c'est l'Afrique qu'il faut faire un peu... C'est pas le Far West. Et donc, du coup, quand le client, il sait... Il y a des clients qui nous disent « Ah, mais c'est un peu calqué comme en Europe. » Oui. Non, on savait pas. Parce qu'en fait, ils savent pas où chercher l'information. Ouais. Et après, il faut le dire, des fois, l'information, il faut l'avoir quand on est sur place. C'est très difficile de vivre à l'extérieur et d'avoir les bonnes informations. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu dis, c'est que tu décris la prudence et la précaution des investisseurs avant de se lancer. Puisque investir dans l'immobilier, mettre 80, 90, 100 000 euros, 200, 300 000 euros, c'est pas anodin. Ouais. C'est plusieurs années de salaire, c'est plusieurs années de crédit immobilier à rembourser, c'est du temps, c'est des sacrifices. Et donc, la personne qui va allouer tout ce sacrifice dans ton projet, il va le faire avec précaution, la peur de l'arnaque, etc., etc. Quand toi, tu fais ces raisonnements et que tu réfléchis à l'investissement qui va plus rassurer le client, comment la notion de rendement rentre en jeu? Parce qu'il y a ceux qui veulent acheter pour habiter, qui considèrent un peu moins la notion de rendement. Tu me diras si c'est ta clientèle ou pas. Et puis, il y a ceux qui investissent pour rentabiliser. Ouais. Et eux, il y a cette notion de rendement. Donc, comment tu intègres la notion de rendement avec des personnes qui sont précautionnées quand ils investissent? Nous, on a un process et le client, on lui pose la question pourquoi il investit. Donc, on a un peu des deux. On a des gens qui achètent pour vivre
On a des gens qui achètent pour investir. Et à ceux qui veulent investir, bah, du coup, on leur demande qu'est-ce que vous espérez en rendement. Parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que les rendements qu'on a, nous, en France, c'est pas les mêmes rendements qu'il y a ici au Sénégal. Mais c'est difficile à croire quand on ne connaît pas. Donc, pour l'anecdote, sur 1 an, nos appartements de type F2, j'ai pris un appartement, donc il faut que je regarde pour les autres. On a une propriétaire qui a fait 17% de rentabilité brute. J'ai cette donnée parce que je l'ai calculée, je l'ai vue et on l'a pratiquée. Mais ça, en fait, c'est pas la première chose qu'on vend aux clients. Parce que l'immobilier ou l'investissement, c'est un risque. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Nous, on fait tout pour que ça marche, mais il y a des choses, des fois, qu'on ne contrôle pas. Donc, les clients qui nous demandent, voilà, nous, on veut un rendement, déjà, on échange avec eux. Pourquoi? Parce que j'essaie un peu de les éduquer, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le métier. Mais des fois, je leur demande, mais est-ce que vous savez ce qu'est un rendement? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est très important. Si le client, il s'attend à investir 100 millions et qu'il s'attend à avoir 5%, c'est pas la même chose qu'un client qui s'attend à avoir 15%. On ne le gère pas de la même façon. Donc, dès le départ, avant même l'achat, on leur pose toutes ces questions-là. Et on leur explique comment ça marche. Les rentabilités brutes, nettes, avant impôt, après impôt. Parce qu'en fait, dans le relationnel, c'est pas le même type d'investissement. Et on a des investisseurs purs qui nous disent, non, nous, on est là que pour de la rentabilité. Donc, qu'est-ce que je peux acheter? Donc, on est guide. Petite surface, grande surface, moyenne surface. On essaie vraiment d'accompagner le client parce que, in fine, moi, j'ai commencé comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Pourquoi une petite surface? Pourquoi une grande surface? Pourquoi une moyenne surface? Après, il y a les types de location. Courte durée, longue durée, il y a des stratégies à adopter. Et tout ça, on en parle avec le client. Pour essayer un peu d'éduquer. Et je dis souvent, c'est même moi, mon credo, de vraiment donner envie aux gens d'investir. Parce que moi, l'immobilier, mine de rien, ça m'a sauvé. Parce que moi, j'ai grandi en banlieue. J'étais pas prédestiné à faire tout ça. Moi, j'avais l'ambition mais j'étais pas prédestiné. Quand j'ai compris vraiment le métier de l'immobilier et surtout, automatiquement, les rendements, de comment ça marche, parce qu'après, ça reste des maths, mais il faut comprendre. Il faut savoir quand on parle. Et automatiquement, une fois qu'on comprend, après, on peut aller plus loin. Et j'aimerais mettre un peu l'accent sur cette notion de rendement. Parce que c'est une sorte de repère qui permet de venir barrer l'émotionnel. Parce que je pense que tu as dû le voir, dans les personnes qui veulent investir à Dakar, au Sénégal, dans l'image, j'ai un gros attachement affectif au type d'appartement que je veux acheter. Exact. Instagrammable, joli, sympa, etc. À la place de se dire aussi, mais est-ce que le modèle économique de base de cette opération, est-ce qu'elle tient? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une vue mère pour que ce soit rentable. Exact. Et ce n'est pas parce que j'ai une vue courte que ce ne sera pas rentable. Totalement. Et donc, du coup, quand on parle de rendement, grosso modo, on met en perspective les revenus, donc le loyer que je vais percevoir, que l'on divise par combien ça m'a coûté de faire l'acquisition de ce bien. Et on peut rajouter les frais de notaire, comme ça permet un peu de rendre plus raisonnable ce rendement. C'est ça. Et toi, quand tu navigues avec les clients et que tu leur parles de rendement, bien sûr, là, l'indicateur qui est clé, c'est le loyer. Exact. Parce que le loyer, c'est une spéculation. Ouais. Autant le prix d'acquisition, il est sur le catalogue, tu le négocies un peu, il n'y a pas de problème, mais le loyer est une spéculation. Donc, comment faire pour, toi, en tant que promoteur, ne pas surestimer le loyer pour pas faire rêver trop l'investisseur, mais tout en n'étant pas trop prudent pour ne pas ensuite le rendre déprimé en disant « mais cette opération ne sera pas rentable ». Comment tu jauges? Il y a pas mal d'échanges parce que par rapport à un investisseur, il y en a qui vont te dire je vais acheter un 3 bedrooms, 2 bedrooms, 1 bedroom, mais c'est pas le même type d'investissement. Nous, on a des clients qui veulent acheter des 3 chambres, salon, qui te disent qu'ils veulent 15%, 20%. Et je leur dis ça, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas vous le vendre comme ça parce qu'en fait, ok, on va faire de la location courte durée, c'est ce qui rapporte le plus. Maintenant, faut savoir que courte durée, selon où vous êtes, 3 chambres, ça peut être allez, 200 000, 220 000, ça fait à peu près 50 € par personne. Ça fait 6 personnes dans l'appartement. J'ai pas le même discours qu'avec une personne qui va acheter une chambre salon. Et je lui dis, ok, vous avez acheté ça. Maintenant, à qui on s'adresse? À des familles, à des groupes d'amis. Ces deux types de groupes, c'est quoi? C'est l'été. Parce qu'en fait, automatiquement, l'année, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas vendre un 3 chambres salon à 200 000 francs à quelqu'un qui est en voyage business. Ça va pas l'intéresser d'être dans un 3 chambres. Donc, automatiquement, là, après, on fait des ratios. Et aussi, surtout, c'est que moi, je suis un peu prudent sur les prix que je donne au niveau des loyers. Parce que moi, si je te vends un appartement à
100 millions et que je te dis tu vas avoir 20% et que c'est pas le cas, bah, je t'ai perdu parce qu'une fine, tu vas acheter une fois chez moi mais tu seras pas content. Et moi, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que tu puisses acheter tous mes projets. Mais j'essaie de trouver un juste milieu. Et comment j'arrive, c'est en discutant avec le client sur la stratégie à adopter. Et les clients qui nous disent, parce qu'on a des clients qui veulent acheter, et ils nous disent, moi, je veux le louer, mais quand je viens, je veux l'utiliser. En fait, eux, ils vont pas vraiment chercher la rentabilité. Eux, c'est plus de l'affectif de dire, automatiquement, j'ai un bien dans mon pays d'origine. Quand je viens, je peux y habiter. Mais on a des clients qui nous disent, je veux de la rentabilité pure, selon les budgets, mais eux, on les aiguille plus sur une chambre de chambre. Parce que là, on touche à beaucoup plus de personnes. Là, c'est pas du tout la même stratégie. Et on va chercher à maximiser le bien. Mais il y a beaucoup d'échanges avec le client. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis déjà, et je pense que c'est un fil conducteur depuis qu'on discute, c'est que tu te poses beaucoup de questions et tu poses beaucoup de questions. Ça, j'adore. Parce que c'est quelque chose qui, dans mon métier à titre perso et dans ce que j'ai pu faire, a beaucoup compté. Mais en plus de ça, tu cherches à connaître ton interlocuteur, ses attentes, pour ne pas le décevoir et l'induire en erreur, parce que tu espères que ce soit un client qui réinvestisse. Parce que comme on dit, ça coûte moins cher de vendre à sa clientèle existante que de faire l'acquisition d'une nouvelle clientèle avec les budgets marketing qui coûtent très très cher. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, moi je trouve que ces indicateurs-là, ils aident à encadrer et à enlever le côté émotionnel d'un investissement. Pourquoi ? Parce que parfois, et ça, je dis beaucoup ça à ceux qui nous écoutent, je pense qu'ici, on n'aura jamais la prétention de donner des réponses et de dire à quelqu'un, investis ici, investis là-bas, achète ça ou achète ça. On va plutôt donner des outils pour se poser des questions. Il y a un rapport entre la surface, le nombre de pièces et le loyer qui m'intéresse. Et depuis tout à l'heure, quand tu parles, toi, tu parles de l'usager final, celui qui va habiter. L'investisseur immobilier locatif n'est pas l'usager final. C'est l'usager, on va dire, intermédiaire. Et c'est l'usager final qui, sans pitié, le jour de la visite pour louer un bien, il rentre, il visite, j'aime pas. Trop grand, trop petit, pas assez lumineux, pas assez éclairé. La vue mer, c'est bien, mais la chambre est trop petite. La vue mer, c'est bien, mais le salon est mal fait. La cuisine n'est pas assez aérée. Donc, il y a ce côté-là, très froid. Donc maintenant, quand des promoteurs ou un constructeur va proposer un appartement, une chambre-salon, qui fait 120 mètres carrés, et que le mode de calcul du prix d'investissement d'un bien, c'est la surface en mètres carrés, mais que le mode de raisonnement du locataire, c'est le nombre de chambres, il y a un moment donné, tu vois où je veux en venir, il y a un décalage. C'est vrai. Parle-moi de ce décalage. En fait, c'est marrant que tu parles de ça. Et elle est où la caméra? J'ai regardé là. N'achetez jamais une chambre salon de plus de 70 mètres carrés, c'est de la folie. Je l'explique. En fait, j'ai les deux côtés. Parce que comme tu l'as dit, moi, en fait, et la vérité, je vais le dire, moi, mon client prospect, c'est pas le client qui a acheté l'appartement, c'est le client qui vient résider dans mes résidences. Donc moi, quand je construis pour lui. Je construis pas pour toi qui achètes chez moi. Parce que moi, je pars du principe où toi, tu vas venir chez moi pour résider. Donc moi, quand je vais concevoir le projet, c'est comme ça que je réfléchis déjà. Là où j'essaie de biaiser le marché, c'est que quand moi, je vais faire un appartement de une chambre salon, il va faire 60, 70, 75 mètres carrés. Mais pour la petite histoire, et on est en totale transparence, moi, ces appartements-là, je les vends plus cher. Pourquoi? Parce que je vends de la rentabilité. Tu vois, on en avait parlé une fois. Je vends de la rentabilité sur ce type d'appartement. Donc, automatiquement, au prix au mètre carré, c'est un peu plus cher qu'un 3 chambres. Mais c'est pas la même chose. Parce que, comme tu l'as dit, moi, quand je construis un projet et quand je conçois un projet, je conçois pour la personne qui vient visiter. Parce que moi, et je suis très fier de le dire, nous, on a des gens qui sont venus en Airbnb ou en courte durée, en longue durée, dans nos résidences, in fine, qui l'ont acheté. Et c'est là où je me dis que j'ai réussi mon pari. Parce qu'automatiquement, quand on visite un appartement de 2 chambres ou de 3 chambres et qu'on a un budget, je donne un exemple de 1000 euros, 1 million, et que l'appartement, il fait 300 mètres carrés, qu'est-ce que je vais faire avec 300 mètres carrés? Même si j'ai le budget, vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec 300 mètres carrés? Donc, souvenez-vous de ce que je viens de dire. Vas-y, continue. Donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie de biaiser la chose en disant, ben non, moi, je fais des choses cohérentes. Il faut que ce soit rentable en tant que promoteur, mais il faut que ce soit cohérent. Parce que, pourquoi avoir une chambre salon de 120 mètres carrés? Qu'est-ce que tu fais dans ton 120 mètres carrés? Moi, j'ai tellement eu de conversations téléphoniques avec des amis en France ou en Afrique
qui sont passionnés d'immobilier où on a traité ce cas-là, que j'aimerais bien qu'on décortique le cas de figure de ce que tu viens de dire, pour vraiment que le mécanisme parle. On va partir du principe que on choisit entre 2 appartements. Tiens, c'est une parenthèse que je veux faire. Pour moi, déjà, il ne faut pas parler d'immobilier dans l'absolu. Il faut parler d'options disponibles. N'est-ce pas? Parce que parfois, il y a des personnes qui te disent « t'es trop cher ». Mais par rapport à quel autre produit disponible sur le marché qui fait la même chose que moi? C'est ça. C'est important déjà. Il Exact. ne faut pas vivre en utopie-manie, où là, tu te dis, dans l'utopie, tout est disponible. Exact. Il y a un moment donné, il y a des biens qui sont moyens, mais dans un marché où il y a une forte demande, qui sont tout de suite réservés, même le bien qui n'a pas trop de valeur qualitative se vendra vite. Donc déjà, ça, c'est une réalité à affronter. Les appartements F2 sont souvent pré-vendus avant même que le programme officiel ne sorte. C'est vrai. Parce qu'il est accessible en termes de coût d'investissement, parce qu'en termes de rendement, il est attractif aussi, et parce que surtout, tu te dis, mon risque est moindre sur ce type de somme-là, par rapport à un F3, F4, F5. Totalement. Donc déjà, il y a ce côté irrationnel qui rentre même dans le rationnel. Mais maintenant, si on prend le cas de 2 appartements, une chambre-salon qu'on appelle F2, qui fait 50 mètres carrés, et une chambre-salon qu'on appelle toujours F2, qui fera 90 mètres carrés. On va partir du principe que le marché, il se commercialise à 1 million le mètre carré. Donc, il y en a un qu'on achète à 50 millions et l'autre qu'on achète à 90 millions. Mais la fonctionnalité finale, c'est toujours une chambre-salon. Exact. Maintenant, en termes de loyer, qu'est-ce qui va se passer entre celui qui fait 50 mètres carrés que tu achètes à 50 millions et celui qui fait 90 millions, qui fait 90 mètres carrés, mais qui fait toujours une chambre-salon? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les visites et pour le potentiel locatif? Bon, il y a plusieurs points. Parce que tu veux que je réponde en tant que promoteur ou en tant que personne qui achète? Répondons en tant que personne qui achète. On va faire pour ceux qui nous écoutent. Ok. Bon, déjà, comme je disais, il ne faut pas acheter celui de 90 mètres carrés. Pourquoi? Parce que comment vous allez justifier, et la question est très bonne et je vais répondre de manière inversée. Je suis locataire. Comment tu justifies que tu me proposes un loyer de 1 000 € pour le 50 mètres carrés et que le 90 mètres carrés, tu me dis par exemple 1 900 €? Parce que c'est plus grand? Ouais, mais moi je suis locataire, j'ai pas besoin de cet espace. Donc, écoute, en tout cas, je vais faire une tentative qui aura peu de valeur. Vas-y. Je vais essayer de te dire un truc du genre, oui, mais il y a plus de place, il y a plus de rangement. Je suis totalement d'accord. Et toi, en fait, tu es en train de me dire, ça ne justifie pas Merci. que tu doubles ton reste à vivre et que ton manque à gagner plutôt que tu le doubles. Ça ne le justifie pas. Ça ne justifie pas. Et c'est pour ça que le marché ici est un peu biaisé. Et que souvent, on en parle de ça. Moi, je suis locataire. Donc, même si je suis investisseur, j'ai acheté chez un promoteur et je cherche à louer. Moi, je sais qu'en tant que promoteur et que j'ai une société de gestion, je ne peux pas justifier que mon 50 mètres carrés il fasse 1 million et mon 90 mètres carrés il fasse 1,5 million. Et toujours pour une chambre. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais avoir du mal à louer celui d'1,5 million. Et même, je vais aller plus loin sur la stratégie de courte durée. Je ne peux pas justifier une différence de prix entre les deux. Mais c'est encore pire sur la courte durée. Bien sûr. Parce que sur la courte durée, si le 50 mètres carrés, tu le loues, admettons la nuit à 60 000, mais comment tu vas justifier pour une chambre, un lit? Tu peux passer qu'une nuit dans un même lit. Comment tu vas justifier de le louer à 120 000 par nuit? Effectivement, ça n'a pas de sens. Mais du coup, si on revient à la réalité de ce qui va vraiment se passer, celui qui fait 50 mètres carrés à 50 millions, admettons que tu le loues à 800 000. Oui. Celui qui fait 90 mètres carrés, combien le locataire voudra mettre maximum pour le louer? Combien va-t-il valoriser les quelques mètres carrés en plus maximum, de manière réaliste? Je vais dire 1 million. Mais encore une fois, moi, j'y crois pas. Donc, c'est un peu biaisé parce que on n'en a pas l'utilité. Honnêtement, le locataire, quand tu achètes un bien, et moi, je suis des deux côtés, donc j'ai été investisseur, et donc je comprends cette logique-là aussi, et là, je suis promoteur, donc je suis de l'autre côté. C'est pour ça que je fais des projets de manière différente, mais tu ne le justifies pas. Donc, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, tu vas gagner 200 000 en plus pour avoir investi 40 millions en plus. Et donc, c'est comme si tu achetais un autre appartement à 40 millions et que tu le louais uniquement à 200 000 par mois. Ce que tu es en train de créer, c'est pas bon du tout. Parce que en fait, c'est marrant que tu dis ça et j'aime beaucoup. Et on en parle pour ça. Mais c'est comme si tu achetais un deuxième appartement. Parce que l'utilité est la même. Presque. Ouais, l'utilité est la même. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais après, comme tu l'as dit auparavant,
il y a beaucoup d'émotions dedans. Hmm. Donc, quand on vit en France ou en Europe, les gens, on vit dans un 60-70 mètres carrés. Moi, quand je dis à des amis, je vends des appartements de 200 mètres carrés, Qu'est-ce que tu vas faire dedans? et ils se rendent pas C'est compte. ça. Donc, les gens qui achètent ici, ils se disent, mais non, moi, en Afrique, j'ai mon 100 mètres carrés. Mais ça n'a aucune valeur. Hmm. C'est pour ça que nous, je dis nous parce que moi, je parle de ce que je connais. Je pose beaucoup de questions aux clients. Et c'est pour ça que moi-même, je fais pas des F2. Si tu vois bien, moi, mes F2, maximum, c'est 70, 73. Et encore, mais généralement, c'est 60. Hmm. Mais moi, je te vends de la rentabilité. Donc, je justifie mon prix par de la rentabilité. Donc, pour récapituler un petit peu ce passage, qui était un peu technique, mais en tout cas, à ceux qui sont passionnés et qui réfléchissent vraiment à investir dans l'immobilier, je pense qu'ils vont trouver des réflexions, au moins des questions à se poser. Quand j'achète à 50 millions, une chambre salon, 50 mètres carrés, j'ai un rendement qui va être très intéressant, Exact. n'est-ce pas? Surtout si j'ai du 800 000 par mois de Exact. loyer, ça va être assez intéressant de le faire comme ça. Je serai à 9,6 millions à peu près. Donc, je vais vraiment être autour des 20% de rentabilité. Ouais. Mais par contre, si je prends un appartement plus grand, parce que dans mon esprit, je me suis dit que le plus grand, ce serait plus apprécié, etc., etc. Parfois, c'est vrai, parfois, ce n'est pas vrai. Mhm. Et les cas de figure où ce n'est pas vrai, ce que je fais, c'est que j'ai payé 40 millions de plus. Donc, j'ai quasiment acheté un deuxième appartement pour lequel je vais générer seulement 100 000 ou 200 000 en plus. J'aurais mieux fait d'acheter 2 appartements de 50 mètres carrés, Exact. chacun à 800, je touche 1,6 million, plutôt que de vouloir prendre mon grand appartement, une chambre salon, pour lequel l'utilisateur final n'y accorde pas de valeur ajoutée. Et c'est marrant que tu donnes cet exemple, mais moi, je l'ai fait pour une cliente. Hmm. C'est-à-dire que j'ai discuté avec une cliente qui avait un budget de 200 millions, qui voulait acheter un F4. Mais c'était de l'investissement. Hmm. In fine, je lui ai dissuadé. Elle a pris 2 appartements F2 et F3 qui faisaient 200 millions. Parce que je lui ai prouvé par A plus B qu'en fait, un seul appartement de 200 millions pour de l'investissement, c'est pas l'idée. Dans ces cas-là, si vous avez un budget de 200 millions, ça serait mieux d'acheter 2 appartements et là, d'avoir une rentabilité beaucoup plus élevée. Hmm. In fine, elle m'a remercié. Mais moi, c'est un peu mon job aussi de faire ça en tant que promoteur et d'éduquer les clients et de leur expliquer. Parce que comme tu dis, on n'a pas tous... tout le monde investit dans l'immobilier, en tout cas ceux qui peuvent, parce que c'est la pierre, c'est sûr. Mais tout le monde ne comprend pas un peu les rouages comme on explique là actuellement, parce que ça demande un peu plus de technique et tout le monde n'a pas d'appétence pour ce genre de choses. Mm. Donc c'est à nous, en tant que professionnels et investisseurs aguerris, de l'expliquer. Et moi, j'ai dit à ma cliente, ben non. Et je lui ai montré. On a passé 1h30 ensemble. Elle m'a dit, mais merci. In fine, elle a acheté 2 appartements. Là, c'est plus rentable. Donc, c'est pour ça que au commun des mortels, ceux qui peuvent investir, déjà, il faut investir, je dis souvent, pour son budget. Si vous avez 50 millions... Voire un peu en dessous. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Si vous avez 50 millions, achetez pour 40, 45. Si vous avez 100, achetez pour 80, 90. Parce que déjà, un investissement n'est jamais garanti. Et de l'autre côté, moi, je vends aussi des rentabilités, etc. J'en parle, mais parce que c'est certaines réalités. Mais je dis aussi aux gens, bah, en fait, on n'est pas sûr. Nous, on teste. Je donne un exemple. Sur la résidence TA, on a des 3 chambres. Très peu il y en a un seul qui a été utilisé en courte durée. On était parti sur 200 000 la nuit. Ça a marché timidement. Donc moi, j'ai commencé à dire au propriétaire, écoutez, comme ça marche timidement, on peut trouver longue durée. Ou sinon, si on continue la courte durée, moi, je suis prêt. Je vous propose on prend des gens qui ont besoin de 2 chambres. Donc au lieu de le 200 000, on va le peut-être 150, 120. Et on va fermer une chambre. On essaie de trouver des stratégies. Mais les gens, et vraiment, je tiens à dire, si vous faites de l'investissement pur, achetez des petites surfaces. Achetez une chambre, 2 chambres. Parce que je dis souvent, il y a 2 types d'investisseurs. Tu investis pour avoir de la rentabilité, donc gagner de l'argent tout de suite, ou pour du patrimoine. Pour du patrimoine, tu peux acheter des grandes surfaces, tu vas avoir un locataire longue durée, tu vas avoir peut-être 10, 11, 12, sans forcer, c'est très bien. Mais si tu veux vraiment gagner de l'argent tout de suite, comme moi j'ai pu le faire auparavant en France, on cherche de la rentabilité. Donc du coup, il faut acheter des petites surfaces et multiplier. Et là, en tout cas, on a fait un gros focus pour encore récapituler. Moi, je fais aussi cette émission pour me dire un jour, ma nièce ou mes neveux vont regarder, vont se mettre devant en disant « Mais moi, je veux créer mon indépendance financière, je veux parfois m'émanciper du salariat et je veux connaître les mécanismes. » Donc, pour récapituler, sur un bien qu'on me proposerait moi à 50 millions, on me dirait c'est une bonne opportunité.
avant d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, je lui dirais, quel est le loyer potentiel? Exact. Il va me donner un loyer qu'il va estimer. Et moi, je vais lui demander, ce loyer-là, est-ce que tu l'as estimé? Est-ce que tu l'as vu réellement pratiqué dans la rue ou dans la zone directe? Est-ce que l'occupation à ce loyer-là, elle est optimale, elle est tout le temps ou est-ce qu'elle est de temps en temps? Ouais. Est-ce que c'est meublé ou est-ce que c'est vide? Exact. Je vais déjà caractériser le loyer parce que comme tout le calcul repose sur le loyer, j'ai intérêt à m'assurer que ce loyer soit bien estimé. Une fois que j'ai mon loyer, je peux simplement diviser par mon coût d'investissement que je vais majorer de mes frais de notaire. Exact. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, je rajoute à peu près entre 9 et 10%. Donc, si c'est un bien à 50 millions, je pars sur 55 millions. Comme ça, je suis tranquille. Et ensuite, si c'est les 800 000 de loyer, je divise les 9 millions 6 par 55 millions. J'obtiens un rendement et ça, c'est mon calcul. Exact. J'obtiens un pourcentage. Je ne saurais pas te dire de tête. Admettons que c'est 17 ou 18%. Derrière ce pourcentage, je vais m'amuser à le comparer à d'autres choses de la vie, du quotidien. Parce qu'en fait, il ne faut pas prendre le pourcentage comme ça. Oui. Donc, moi, par exemple, tu me diras toi ce que tu en penses. Moi, j'aime bien le comparer, par exemple, au taux d'épargne disponible sur le marché, compte épargne disponible. Toi, tu compares à quoi, par exemple? Bon, moi, je suis plutôt terre à terre. Je dis, ça me permet d'acheter certaines choses. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un objectif, l'étude des enfants, Ouais. je me dis, voilà, bah, ça va payer les études des enfants. Ok. Et je vais comparer aussi au placement que les banquiers proposent. Mais je me dis toujours, bah, ok, ça, c'est l'argent pour les études des enfants. Et automatiquement, je sais que ça, bah, je ne vais pas y toucher. Mais que quand mon banquier m'appelle pour me dire, ah, j'ai un taux de temps en temps, ben là, je fais la comparaison. Je dis, mais là, mais moi, sur mon investissement, j'ai 17%. Vous m'en proposez 8 ou 10. Pourquoi je vais venir chez vous? Exactement. Donc, tu compares toi à un placement que te proposerait ton banquier. On appelle ça des dépôts à terme, des AT, DAT, ouais. ou des comptes épargne disponibles où tu peux retirer quand tu veux, des assurances vie ou autres, ou même parfois des actions, que tu peux, ou des portefeuilles d'actions. Ou tu compares ça aussi, ce qui m'intéresse, c'est au coût du crédit immobilier. Parce que si le crédit immobilier est à 7 ou 8%, taux brut, ok, hors taxe, et que toi, ta rentabilité ou ton rendement brut, il est à 5 ou 6%, déjà, tu vois, sans aller trop loin dans l'opération, que le promoteur, il a été trop gourmand. Exact. Parce que quand tu fais ta division entre ton loyer et ton coût d'acquisition et que le pourcentage qui reste est trop bas, c'est que soit le loyer est trop bas, mais si le loyer il est de marché, c'est qu'en fait, le coût d'acquisition, je ne vais même pas dire qu'il est trop élevé, parce que peut-être c'est dans un quartier avec une valeur sentimentale ou un quartier qui est très demandé. Mais je dirais, assure-toi que toi, tu as les reins assez solides pour pouvoir supporter un coût d'acquisition sur une tranche aussi haute. Voilà. Je ne sais pas si toi, c'est aussi quelque chose que tu te dis ou quand tu investissais ou quand tu investis aujourd'hui. Si, c'est pour ça que je disais, quand j'investissais en France, je cherchais à avoir des opérations blanches. Que mon loyer couvre à plus de 40% ma mensualité de crédit. 40% quand même. Ouais, parce qu'en fait, sinon, c'est risqué. Et in fine, ça veut dire que c'est même plus un investissement. C'est moi qui, tous les mois, qui dois mettre de l'argent. Tu réinjectes. Donc, c'est plus un investissement. Parce que tu as parlé de revenu passif. Un revenu passif, c'est quand ça génère de l'argent tous les mois, tous les ans. Ouais. Entre guillemets, sans rien faire. Mais ceux qui achètent leur résidence principale, qui vivent dedans et qui payent un crédit à la banque, c'est pas un investissement. Parce qu'ils sortent de l'argent tous les mois pour payer. Un investissement, c'est quelque chose qui rentre dans ta poche. C'est de l'épargne, en fait. C'est une sorte de véhicule d'épargne. C'est ça. Les gens vont dire, oui, mais je rembourse du capital, c'est vrai. Ouais. Mais un investissement, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Il faut identifier ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai cherché très rapidement que mon opération couvre mes charges. Et même plus, parce que j'étais gourmand, que ça me rapporte de l'argent. Donc, du coup, il y a une partie... Là, on vient de parler du rendement, du loyer, etc. Tu as parlé courte durée et longue durée. Et encore une fois, essayons de sortir l'émotionnel de cette discussion. Okay. Parce que moi, souvent, j'entends des personnes nous dire « Ah, mais moi, je vais acheter et je vais mettre sur Airbnb. Moi, je vais acheter et je vais louer sur Booking.com. » Parce qu'ils ont vu en se connectant un jour, une fois, quand eux allaient en vacances et que c'était une période haute, que les prix étaient chers. Exact. Moi, j'aimerais que tu nous parles de manière très rationnelle, parce que tu as commencé à le faire quand tu as dit qu'on ferme une chambre ou pas, oui. De manière très rationnelle de à partir de quel moment est-ce que c'est pertinent de faire de la longue durée, location classique, mais à partir de quel moment aussi il faut être attentif de se dire je switch en courte durée. Moi, c'est dès le départ, en discutant avec mes clients, et surtout par rapport à l'appartement.
comme je disais juste avant. Parce que pour moi, faire de la courte durée sur des grands appartements, il faut être très alerte sur la stratégie. Parce que les grands appartements, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le temps. Donc, du coup, dès le départ, on pose la question au client en lui disant, OK, mais si vous achetez un 2 chambres et une chambre, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Nous, on a des clients qui achètent une chambre, qui nous disent, non, moi, je veux de la longue durée. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'affect. Et pour eux, courte durée, pour certaines personnes, c'est trop de boulot. Même si, par exemple, nous, on fait la gestion, on fait tout le reste. Pour eux, non, on veut quelque chose de classique. J'achète, on loue en longue durée, et puis c'est tout. Mais il est important d'identifier ça au moment où vous achetez, parce que si vous voulez la rentabilité, pour moi, il faut faire de la courte durée. Parce qu'effectivement, c'est un peu plus de travail. Mais c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et surtout, il faut aussi faire une analyse pointue quand je vais faire de la courte durée. Parce qu'il faut que, encore une fois, je raisonne non pas pour ce que moi j'estime être un bon investissement type Airbnb, Exact. mais ce que ma clientèle cible, mon voyageur d'affaires ou mon voyageur loisir Exact. va désirer. Courte durée, petite côte, Sali, quel est mon personnage type qui va venir séjourner chez moi? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Et à quelle fréquence est-ce qu'il vient? Exact. Et vice-versa, j'investis en ville, j'investis à Mermoz ou aux Almadies, je tente de cibler un voyageur d'affaires. Quels sont les pôles d'attraction autour qui vont justifier à un voyageur d'affaires de ne pas aller dans un hôtel et de venir chez moi? Et quelle est la probabilité qu'il fasse 30 nuits sur un mois? Parce qu'il faut tenir compte aussi des vides. Parce que quand tu as 15 jours de vide, même à des taux journaliers élevés, ça représente plus de 15% du mois. Et je dis souvent à nos clients, c'est un réel métier. C'est-à-dire que nous, ceux qui veulent faire de la courte durée, nous, on a un réel service derrière, mais moi, je le vois au quotidien, c'est un réel travail. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait du yield management, on anticipe à peu près tout. Parce que sur un mois, et là, on va rentrer bientôt en décembre, on a déjà 70%. C'est le mois de décembre. Mais on a déjà 70% sur 7 appartements. Imaginons que tu achètes chez nous et que ton appartement il tourne plutôt bien toute l'année, mais on est aux alentours de entre 60 et 75% de taux d'occupation. Parce que je dis souvent à mes clients, faut faire la différence entre le taux d'occupation et le chiffre d'affaires. Tu vois, on en parlait une fois. Tu peux faire un taux d'occupation de 50% et louer à 120 000, 130 000, donc tu as un gros chiffre d'affaires. Mais tu peux faire un taux d'occupation de 80% et louer à 160 000, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu as 80% que tu vas faire un gros. Donc déjà, il faut faire la distinction. Ensuite, et le client, on lui dit, voilà, on va louer un prix minimum. Maintenant, entre-temps, on va jouer sur les prix. Parce que tu as acheté chez nous, on a un locataire qui t'a pris 10 jours, l'autre qui t'a pris 5 jours. Mais entre les 10 jours et 5 jours, il y a peut-être 2 jours d'écart. En fait, ce qu'on fait, sur les 2 jours d'écart, on essaye de changer le prix, donc de diminuer un peu, et d'autoriser, parce que des fois, on peut, sur un appartement, dire minimum 2 nuits, minimum 1 nuit. On rentre dans le détail. Et donc, entre le creux des 3 jours où toi, tu as personne, moi, on va décider de mettre, OK, on va faire 1 nuit, minimum 1 nuit, à temps par mois. Parce qu'on est sûr de combler les trous, d'augmenter le taux d'occupation. Et comme on dit aux propriétaires, nous, on vise un chiffre d'affaires. Et des fois, sur certains appartements ou certains propriétaires, on vise un taux d'occupation. Il y en a qui préfèrent taux d'occupation d'autres chiffres d'affaires. Mais comme je leur dis, je peux faire 90% de taux d'occupation et avoir un revenu mensuel de peut-être 1 million, comme l'autre peut avoir 50% de taux d'occupation et avoir un revenu mensuel de 1,5 million, par exemple. Tu sais que tu tiens exactement le même discours que Marcel Haïssi, que j'ai reçu, qui lui est spécialiste de la location courte durée pour les véhicules. Voilà. Et il dit exactement la même chose. Moi, je ne vends pas un rendement, je ne vends pas un pourcentage ni une occupation, je te vends un chiffre d'affaires. Et il dit même à ses clients, je préfère maintenant ne plus trop rentrer dans les détails de quotidiennement comment je loue, parce que ça va vous stresser. Ouais. N'est-ce pas? Alors que moi, je sais prendre des risques au bon moment. C'est vrai. Et parfois faire moins cher, parce que je sais que dans tous les cas, ce ne sera pas loué si on fait plus cher. Exact. Et parfois oser faire très cher, parce que je sens que sur cette date, il y a une convention, il y a un séminaire, totalement. Et les gens seront obligés, même si c'est le jour J, de trouver un logement. Et en fait, juste une petite parenthèse pour ça, un lien avec le secteur de l'aviation ou du secteur de l'hôtellerie, c'est que le mois de loyer ou la nuitée de séjour est un inventaire qui est périssable. Ça veut dire que chaque nuit, il disparaît. Que tu loues ou pas, il disparaît. Si tu produis 100 voitures et que tu ne les as pas vendues cette année, tu peux les vendre l'année prochaine. Mais si sur 3 mois, 4 mois, ton bien est vide, il valait mieux encaisser moins 50% de revenus que de rien encaisser du tout. Totalement.
Et là, on en vient encore à cette notion émotionnelle de la gestion de son bien immobilier. Parce que parfois, moi, je vois des propriétaires qui veulent un loyer de 1 million. Ils proposent 920 000. Ils disent, je dis non. Il manque 80 000. Et ils sont prêts à garder 6 mois de vide pour chercher celui qui paiera à 1 million. J'ai eu ce genre de clients. Totalement. Et quand tu perds 6 mois de loyer à 900 000, pardon, tu vas être à peu près, tu vas perdre 5 millions et quelques. Mais combien de fois il faut de 80 pour rattraper les 5 millions que tu as perdus par ego? Comment tu gères ça avec tes clients qui ont des attentes élevées? Honnêtement, je gère même plus. C'est-à-dire que nous, les clients, moi, je leur dis dès le départ, j'ai eu ce cas pour un client. On lui a trouvé un locataire à, je crois, 2,5 millions. Il voulait 2,7 millions. Il a refusé. OK. Il a refusé. Moi, je ne gère plus. Parce qu'en fait, comment on peut refuser ça? Et après, les 200 000 que tu n'as pas eu là, tu les as perdus. OK, tu les perds. Mais là, son appartement, in fine, il loue pas. Bien sûr, parce qu'il suffit que tu gardes ton appartement en question vide pendant 1 an. Mais en fait, la somme que tu perds, mais elle est exponentielle. Les gens ne se On rendent est pas à compte. 30 millions. Ouais. Et tu perds 200 000 par mois sur 1 an, ça fait 2,4 millions. Et pour cette posture d'ego, tu as perdu 30 millions. Non, honnêtement, nous, à ce niveau-là, je reste totalement transparent et j'explique aux clients. Je lui dis, écoutez, j'ai eu ce type de client-là. Et les clients, pareil, pour la courte durée, je m'attendais à plus. Moi, on a un client qui nous avait dit à TA, OK, moi, je vais gérer. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand il se rend compte que tout, parce que comme tu l'as dit, étant donné, moi, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que moi, je sais comment on travaille. Mais automatiquement, quand les gens s'attendent à plus, des fois, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière et ils ne sont pas réalistes. Donc moi, très rapidement, je les mets face à leurs responsabilités. Je leur dis, ben voilà, écoute, regardez. Et en plus, nous, on a des canaux, on a un channel manager qui permet aux gens de voir. C'est-à-dire, tu es propriétaire chez nous, tu vois au jour le jour. Qui a loué, à quel prix, combien de temps et pourquoi. Explique à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'un channel manager? Un channel manager, en fait, c'est une centrale qui permet de centraliser toutes les réservations et qui permet, en fait, de... C'est un peu, bon, je vais dire une IA parce que c'est un peu le terme, de... Si j'ai Booking, Airbnb, par exemple Expedia, tout est sur le channel manager. Et si tu réserves chez nous du 15 au 20 et qu'un autre client est sur Expedia, il ne pourra pas réserver parce qu'il voit que c'est annulé. Il voit que c'est booké, pardon. Et donc, automatiquement, et le channel manager permet de centraliser tout ça et surtout de voir le détail. Donc, c'est-à-dire les taux d'occupation, les chiffres d'affaires, les marges, les frais de ménage, Internet, tout ça. Mais c'est centralisé. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de biens en courte durée, il est important d'avoir un channel manager pour centraliser parce que sinon, vous passez votre temps au téléphone, vous allez peut-être avoir des doubles réservations, vous allez peut-être louper des choses, mais le channel manager permet en fait de centraliser tout ça. Maintenant, je voulais te parler de mes 2 points, la scalability et le rendement locatif sur des grandes surfaces. Okay. Donc tout à l'heure, on a mis l'accent sur le rendement des petites surfaces, mais comme il y a aussi beaucoup de grandes surfaces qui se vendent sur le marché, c'est important d'en parler. Moi, de ce que je perçois, tu me diras ce que toi t'en penses. Pour moi, les grandes surfaces, elles ont de gros intérêts que déjà la résidence principale, si moi je veux y habiter, ça c'est un pied-à-terre, mais je mets des guillemets résidence secondaire. Oui. Ça peut aussi avoir un intérêt de rendement, pourquoi pas, mais avec les risques de rendement un peu plus faibles que du court terme. Mais il y a un autre intérêt que je vois aussi, je ne sais pas si toi tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est la valeur de revente. Ça veut dire que quand j'achète de la grande surface, comment est-ce que toi tu recommanderais d'analyser l'investissement pour qu'en sortie éventuelle, je ressorte gagnant? Tu en as parlé à l'instant. La plupart des gens qui achètent des grandes surfaces chez nous, c'est pour le pied-à-terre. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à l'extérieur, qui vont acheter, ils vont dire, bon, j'ai 200 millions, 150 millions, je préfère acheter ici au Sénégal pour pas, quand je viens, je me retrouve chez la famille. Et ce n'est pas vraiment des gens qui cherchent de la rentabilité. Ce que je conseille pour les gens qui veulent acheter des grandes surfaces, c'est de faire de la location longue durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins de vétusté du bien. La courte durée, c'est bien, hein, mais ça tourne beaucoup. Le seul inconvénient, c'est que si on trouve un locataire en longue durée, tu ne peux plus venir pendant tes vacances. Donc en fait, c'est un peu de trouver ce juste milieu.
Mais après, nous, ce qu'on dit à nos clients aussi, c'est que si vous voulez faire de la courte durée, et que parce que quand vous voulez venir au Sénégal, vous voulez avoir un pied-à-terre, ben, en fait, on fait ces stratégies-là. Mais ces clients-là ne s'attendent pas à avoir 15%, 20% de rentabilité. Parce qu'en fait, c'est une autre stratégie. Et moi, je leur dis, un grand appartement, c'est pas pour tout le monde. Quelqu'un qui va louer une chambre salon à 60 000, même si vous le mettez dans votre appartement de 3 chambres salon, c'est pas rentable pour vous parce que le ménage et tous les frais annexes, vous allez vous retrouver en négatif. Donc, c'est vraiment de trouver ce juste milieu-là. Mais les clients qui achètent des grandes surfaces, c'est vraiment pied-à-terre. Et ils ne s'attendent pas à, honnêtement, avoir un rendement. Eux, ce qui les intéresse, c'est de venir vivre quand ils ont envie. Et s'il y a de l'argent qui rentre, tant mieux. Mais qu'au moins, l'appartement soit disponible quand ils sont là. Petit parallèle avec l'investissement locatif en France. Aujourd'hui, en France, dans les très grandes surfaces, on réfléchit beaucoup au modèle de la coloc. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Tu en penses quoi? C'est vrai que c'est vrai. Ben, j'ai jamais entendu la colocation ici, au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on devrait approfondir. Hein. Tu sais que j'en entends un petit peu parler. Parce que... Des housing, staff housing, où des grandes entreprises louent des appartements sur du très long terme, ils les meublent, et quand ils doivent loger des personnes qui viennent pendant des longs séjours, à place de les mettre à l'hôtel, ben en fait, ils font des rotations au niveau des chambres. C'est vrai, c'est smart. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut être vraiment la stratégie à adopter pour les grandes surfaces. Parce que généralement, et pour répondre à la question aussi, la deuxième question dans ta première question, il y a une valeur de revente qui est importante à prendre en compte. Et surtout, quand vous achetez un bien de grande taille ou de grande surface, il faut acheter au bon prix. Parce que nous, les clients qui achètent les grandes surfaces, ils achètent généralement quand j'ai fini le gros œuvre. Parce que monopoliser 200 millions, c'est pas de monopoliser 50 millions. Oui. Donc, du coup, automatiquement, ils vont être un peu plus regardants sur les finitions et le prix. En venant là pour l'interview, on m'a appelé pour un appartement. C'était pour soit un 2 chambres, soit un 3 chambres. Mais elle m'a dit non, moi, si c'est un 3 chambres, le prix est un peu trop élevé pour moi parce que moi, je veux pouvoir le revendre dans 2-3 ans. Donc, la personne avait déjà cette idée de pouvoir revendre. Et honnêtement, on peut faire une belle plus-value. Et ça a été le cas pour un de mes clients parce que moi, j'ai vraiment vendu à un prix abordable. C'est mon premier projet. Mais là, maintenant, je sais que quelqu'un qui achète chez nous une grande surface, s'il vend dans 1 an, 2 ans, il va peut-être gagner, il va peut-être faire 5-6% de marge, peut-être 10%. Mais quelqu'un qui a acheté une petite surface, il peut en faire facile 20, 25, 30. Mais encore une fois, les gens qui achètent des grandes surfaces, c'est des gens qui se projettent pour venir vivre au Sénégal. Il y a un terme à la mode en ce moment qui est un peu le KYC, Know Your Customer. Et en fait, le KYC, moi, il m'intéresse sur le locataire. Le locataire, lui, il raisonne en nombre de chambres, n'est-ce pas? C'est ça. Après, il va regarder le nombre de salles d'eau et il va regarder la taille du salon. Exact. Et avant tout ça, il a regardé l'emplacement. Mais quand il raisonne en nombre de chambres, il y a aussi une autre chose à tenir compte sur les grandes surfaces, c'est que plus tu as de chambres, plus les services connexes qui complètent l'appartement, qui ne sont pas des chambres, prennent de la place. Il faut une cuisine plus grande, il faut une buanderie plus grande, Exact. Il faut parfois un endroit où loger son personnel de maison, il faut l'intégrer, il faut un dégagement d'hall d'entrée qui soit un minimum qualitatif. Ouais. Et en fait, tous ces mètres carrés en plus, le promoteur te les vend. Exact. Mais dans la perception du client, certains vont dire « je suis prêt à payer 400 000, 500 000 de loyer par mois en plus pour ces fonctionnalités ». D'autres te diront « j'ai juste besoin de 3 chambres pour loger mes enfants ». C'est ça. Et en fait, de peu que tu tombes sur l'un ou sur l'autre, ton investissement, il est plus ou moins rentable. Exactement. Comment tu conceptualises, toi, tes grands appartements pour tenir compte de ça? Ben, nous, quand on fait, comme je disais, quand moi je conçois un projet, à l'heure de la conception, je le fais pour le locataire, la personne qui va vivre dedans. Donc moi, par exemple, je fais des 3 chambres. Les plus grandes 3 chambres que j'ai pu faire, c'était 230 mètres carrés. Mais le salon était immense. Mais là, automatiquement, quand je fais des appartements de ce type-là, on met 2 chambres. On met, 2 cuisines. On va mettre une chambre pour le personnel de maison. On va mettre une grande buanderie. Mais, à contrario, j'ai déjà fait un projet où le 3 chambres faisait 180 mètres carrés. Beaucoup plus fonctionnel. Et je me rends compte parfois même sur le marché qu'il vaut mieux avoir un très grand 4 chambres pour une clientèle très haut de gamme qui veut tous les services qu'un moyen 3 chambres. Exact.
en termes de recherche et d'intérêt. Ça, c'était la première petite parenthèse sur les grandes surfaces. Deuxième parenthèse sur les grandes surfaces, c'est la liquidité du bien. La liquidité du bien. À quelle vitesse est-ce que je vais pouvoir écouler, vendre mon bien le jour où je me déciderai? Parce qu'en fait, si je prends un bien qui est trop particulier, on appelle ça aussi des biens coup de cœur, Ouais. avec des formes arrondies, des murs arrondis, des hauteurs sous plafond qui sont basses à certains endroits. Quand j'achète, on m'a raconté à moi que c'était cosy, Ouais. c'était un coup de cœur, que tu peux mettre une petite salle pour les enfants, faire une petite cabane. Quand tu l'achètes et que toi, tu veux bien acheter ça, tant mieux. Mais quand tu vas devoir revendre, C'est problématique. Très, très problématique. C'est pour ça que nous, quand on voit les grandes surfaces, on essaie de faire des choses sobres et que ça plaise à tout le monde. Parce que automatiquement, quand... je crois on en parlait en off tout à l'heure où tu me disais, mais pourquoi les grandes surfaces ou les appartements, on les vend pas bruts de décoffrage? Donc, tu t'imagines, toi, je vais pas dire que tu n'as pas de goût, mais que tu partes sur quelque chose avec du noir, des couleurs sombres. ouais, Comment tu vas revendre ça quand tu ouais, vas entendre que ton locataire du dessus, il a mis du beige, des couleurs bien claires sûr. et qu'il a fait peut-être 20-30% de marge. Hmm, Donc en fait, nous, les grandes surfaces, ça peut se revendre vite si c'est bien acheté. bien sûr. Et ça en vient à ce que tu disais tout à l'heure. Bien acheter, c'est faire attention au prix au mètre carré, Exact. faire attention au rendement brut théorique, y compris si moi, j'achète pour habiter. Mm. Parce que si moi, j'achète ma résidence secondaire ou j'achète pour habiter, un jour, je peux changer de ville ou je peux changer de pays. Il faut que j'ai une petite anticipation en me disant, j'espère que je n'ai pas surpayé le bien de trop parce que je m'y étais attaché. C'est ça. Donc, on parle du rendement locatif, on parle de la liquidité du bien de la revente, on parle aussi du prix au mètre carré. Et je pense que, et bien sûr, du type de loyer. Et pour moi, quand on va acheter un bien immobilier, je pense qu'il faut au moins s'asseoir avec le promoteur, l'agent immobilier, et l'embêter un petit peu sur ce canevas de questionnement. C'est ça. Et c'est marrant la réflexion que tu as, mais bon, d'où l'idée de cet échange, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est pour ça que nous, on le fait. Parce que moi, je dis très souvent aux gens qui veulent investir dans l'immobilier, que ce soit pour du patrimoine ou de la rentabilité, il faut avoir une stratégie. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu vas en acheter 10, ton premier, tu ne l'achètes pas de la même façon que si tu vas en acheter 2. Ça, Tu vois? ça déjà, je le garde. Trop important, développe. Parce que automatiquement, moi, ça a été mon cas quand j'ai acheté en France. Je savais que je voulais être rentable, rentier, entre guillemets. Donc, dès le premier, moi, mon premier, fallait qu'il soit rentable. Donc, je ne pouvais pas me permettre de pas gagner d'argent ou peu d'argent. J'avais un minimum que je devais faire. Et c'est pareil pour les clients. Je leur dis souvent, moi, aux clients, quand ils échangent avec nous, du coup, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que vous cherchez? Ok, c'est pour acheter pour avoir de la rentabilité. Donc, ok, mais vous avez plusieurs biens ailleurs? Ah oui, j'ai acheté plusieurs biens, etc. Donc, quelle est la stratégie? Ah, mais moi, j'ai acheté plusieurs fois à l'étranger, j'ai acheté dans mon pays, j'ai acheté au Sénégal. Donc, investisseur pur. Donc, lui, ça va être les petites surfaces, mais il sait qu'il pourra racheter plusieurs fois. Mais par exemple, on a ce genre de discussion avec des gens qui vont acheter des grandes surfaces. Et coup de cœur. Et là, je tire la sonnette d'alarme en disant, bah, pas vraiment, parce que si vous achetez coup de cœur, moi, je suis content, je suis promoteur, donc vous allez m'acheter mon appartement. Mais pour revendre, ça va être un calvaire pour vous si vous achetez mal. Et dans un prochain épisode, même dans plusieurs prochains épisodes, je pense qu'on va se concentrer sur l'accès au crédit immobilier. Parce que dans la punchline que tu as donnée qui me plaît beaucoup, c'est que lorsque tu veux acheter 1 ou 10 biens, ton premier bien, tu ne l'achètes pas de la même manière. Exact. J'adore cette punchline. À un moment donné, ce qui risque de te bloquer, c'est ta capacité à lever de la dette. Exact. Parce que si les biens que tu achètes, chacun d'entre eux te demande de remettre au pot tous les mois, à un moment donné, ton banquier te dira, tu es trop exposé. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas loué pendant 3-4 mois pour que ça te mette en difficulté. Donc par conséquent, je cesse de te prêter, je limite mon risque ici, tu représentes trop de risques, je m'arrête là. C'est ça. Et donc dans l'arbitrage, dans le type de bien que je vais acheter, il y a des biens qui valorisent mon profil auprès de mon banquier parce qu'ils se disent, mais il a acheté bas, il loue cher, il rembourse pas beaucoup et il encaisse beaucoup. Et puis il y a des biens qui sont très 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 jolis, mais tu achètes haut, tu rembourses très haut, tu habites, tu n'encaisses rien. Et s'il y a quoi que ce soit, le banquier est à risque. C'est ça. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai une famille à qui c'est arrivé. Coup de cœur. C'était pour un pied à terre. Ils voulaient racheter un deuxième bien. Le banquier a dit non.
Il a dit tous les mois, vous sortez de l'argent de votre poche pour investir. Moi, c'est pas rentable pour moi de vous prêter de l'argent. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai senti que on leur avait vraiment mis un couteau en plein cœur. Mais malheureusement, ils n'avaient pas anticipé que d'acheter le premier bien, il fallait l'acheter correctement. Parce que eux, ils n'avaient pas dit au banquier, ou ils n'avaient pas, je pense, établi la stratégie de le premier, on l'achète correctement pour acheter un deuxième, pour acheter un troisième. Parce que quand on sait qu'on va en acheter plusieurs, ben dès le premier, on fait attention. Bien sûr. Mais si on se dit on va en acheter qu'un et qu'après on verra, parce que c'est souvent ça que ça arrive, dès que j'achète, après on verra, ben on prend goût, il y a un peu d'argent où ça nous plaît, on veut racheter un deuxième, là on prend un stop, parce que le banquier dit ah non, moi je ne peux plus vous prêter. Et c'est pour ça que ces émissions bancaires, elles vont être autant importantes et que j'en fais plusieurs, et que j'en ferai dans plusieurs pays, parce qu'en fait, naviguer le système bancaire peut te faire gagner beaucoup d'argent, économiser beaucoup de temps et d'énergie. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est extrêmement important quand je décide d'investir. Maintenant, une fois que moi, je fais le choix d'investir dans un bien pour du locatif, je me soucie aussi du mode de détention. Est-ce que je le prends en nom propre? Est-ce que je le prends en société? Exact. Est-ce que toi, c'est des discussions que tu as aussi avec tes investisseurs? Totalement, parce que nous, il y a la partie fiscalité qu'il faut prendre en compte. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, donc c'est des discussions que j'ai avec mes investisseurs et clients. Et je leur dis, quel est le but, in fine, de vouloir acheter? Est-ce que vous allez en acheter plusieurs? Oui, il faut regarder la fiscalité en tant que nom propre, en tant que société. Parce qu'automatiquement, si vous en achetez 15 en nom propre, ce n'est pas la même chose que si vous en achetez 15 sous SCI, donc Société Civile Immobilière, pour ceux à qui ça ne parle pas. Donc, du coup, dès le départ, on pose ces questions. Et nous-mêmes, on dit à nos clients, on vous met en rapport avec une fiscaliste pour qu'elle vous gère ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut un peu... Les discussions qu'on a, tout le monde ne les a pas. Parce que nous, on est dans le métier, on a investi, on aime ça. Mais il faut un peu éduquer les clients et leur expliquer que ça reste un business, ça reste un investissement. Donc, il faut planifier et organiser et prévoir. On ne peut pas juste acheter un bien, après dire, ok, dans 2 ans, je vais racheter et je rachète. Parce qu'en fait, vous allez peut-être acheter péniblement, que si vous avez fait une bonne opération dès le départ, automatiquement, vous pouvez peut-être en acheter 3, 4 très facilement. Et tu sais, quand j'étais étudiant et que je rêvais d'investir dans l'immobilier, je suis tombé sur un article de Capital en France. Il prenait le marché à contre-pied parce qu'il disait « Votre premier investissement immobilier ne doit pas être votre résidence principale. » Alors que qu'est-ce que nous disent un petit peu les grandes personnes et les anciens? Ils nous disent quoi? Dès que tu as ton premier CDI, tu achètes pour toi. Achète pour toi. Et là, quand tu viens d'expliquer le cas de figure où une personne a acheté un appartement coup de cœur, un peu trop cher, et qu'il a utilisé toute sa capacité d'emprunt pour ce bien-là, mais qu'il a hypothéqué sa capacité d'emprunt pour les prochains. Exactement. En fait, cet article, il expliquait que quand tu achètes pour habiter, ton banquier, il considère que tu vas générer 0 revenu. C'est ça. Donc, en fait, il estime que tu as un coût tous les mois qui représente le remboursement de la dette, en face duquel tu n'as aucun revenu. Alors que quand tu fais ton premier investissement locatif et que tu achètes, exemple, un bien à 100 millions et que tu vas rembourser tous les mois, admettons, je caricature, 800 000 par mois, et que tu as un loyer en face de 1,2 million, ton banquier va se dire, OK, face à cette dette, il y a 1,2 million qui est généré. Donc moi, je vais aller considérer que dans tes revenus mensuels, je vais rajouter en plus de ton salaire, il ne va pas prendre les 1,2 million. Il va te prendre peut-être 75 à 80% des 1,2 million. C'est ça. Parce qu'il va estimer qu'il peut y avoir de la vacance locative. C'est ça. Ou que parfois, tu peux avoir des loyers impayés. Et quand tu commences à comprendre ces mécanismes, c'est magnifique. Parce que toi, est-ce que tu as vécu la même chose que moi? Moi, c'est mon banquier à l'époque. On s'asseyait, on parlait pendant des heures. Et je lui posais toutes ces questions. Mais moi, je l'ai su quand je faisais mes dossiers bancaires. Ouais. Parce que quand j'ai acheté mon premier, c'est là que j'ai compris, honnêtement. Et je sais pas, tu as déjà cette sensation de... Quand tu découvres un truc, tu te dis, mais en fait, ça y est. Et quand on m'a expliqué ça, pour ceux qui comprennent pas c'est ce que tu as expliqué. Et mais moi, c'était ça. Le banquier, il m'a littéralement dit, pour mon premier immeuble, ah, mais si vous gagnez 100 euros, automatiquement, je vais prendre un pourcentage. Donc, si vous gagnez, par exemple, 1500 euros et que vous gagnez 60 euros, pour moi, aujourd'hui, vous gagnez 1560 euros. Moi, il m'a expliqué ça comme ça. Donc, je lui ai dit, mais attendez. Donc, si là, j'arrive à dégager 500 euros avec 1500 euros, vous prenez, allez, 60%, peut-être que je serai à 300, 350, automatiquement, je serai à 1750. Et donc, du coup, ta capacité d'emprunt, elle augmente. Elle augmente. Mais de manière stable et, on va dire, organique. Parce que ce n'est pas artificiel. Il
il y a des vrais revenus qui sont en face. Totalement. C'est pas de la spéculation, Non. tu vois. Parce qu'il y a aussi parfois un côté loup de Wall Street ou Oui. un côté un peu trop, tu vois, un banquier d'investissement Oui, non, ouais. où tu fais de la spéculation, mais c'est aussi tangible. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, ce que je trouve qui est bien, c'est que parfois, on en veut aux banquiers d'être trop strict sur les critères. Mais parfois, il t'a dit non pour ton propre bien. Exact. Parce que combien de fois tu étais sur le point d'investir et de t'endetter jusqu'au cou pour un projet qui a eu 5 ans de retard? Il faut avoir cette réflexion avant d'investir. Parce que ça peut être très dangereux. Tu vois, là, on parle d'immobilier. L'immobilier a beaucoup d'argent en jeu. Mais quand, en fait, on gagne 2 millions, 3 millions par mois, moi, je déconseille à toutes les personnes qui veulent acheter de l'immobilier en Afrique d'acheter avec la banque. Pourquoi? Les taux sont tellement élevés, tu pourras en parler dans d'autres émissions, les taux sont tellement élevés que quand on va te demander de rembourser 1,5 million et que toi, tu as acheté une chose et que tu vas aller aux 500 000, avec tes 1 million, tu as 1,5 million, comment tu fais? Et c'est pour ça qu'on fera l'émission banque. Parce que je laisserai les banquiers répondre à ça. Moi, je vais rester neutre. J'ai hâte de voir ça parce que... Moi, je vais rester neutre. Mais je pense que eux, ce qu'ils vont te dire, c'est nous, on demande un apport personnel. Donc, un bien qui coûte 300, allez, on va faire plus simple, qui coûte 100, on va te demander au moins de mettre 30 ou 40%. Ce qui fait qu'au moment où tu achètes, même si tu dois revendre immédiatement et que tu revendes de manière précipitée, même en faisant une décote de 10, 15, 20%, on a assez d'argent pour rembourser la banque. Ils vont te dire déjà ça. Ensuite, ils vont te dire, parce que j'ai eu beaucoup cette conversation avec eux, que c'est vrai que nous, on prête à 6, 7, 8%, mais le rendement estimatif à peu près de la rentabilité, c'est 11, 12, 13%. Oui, mais Donc, ils vont te dire plus haut coût de crédit, mais plus haut rendement aussi. Mais 6, 7, 8%, c'est quoi? C'est hors taxe. Ok. Tu vois? Ouais. Après, tu as 1000 frais derrière. Alors, sans prendre la défense des banquiers, je fais juste l'avocat du diable. Hein. Non, si, t'es l'avocat du diable parce que... Après, moi, quand je recevrai des banquiers, je ferai l'avocat des promoteurs ou des investisseurs. C'est mon travail. Mais la chose qu'ils te diront aussi, c'est, et ça, je suis quand même un peu d'accord avec cette partie, c'est que si tu mets toute ton épargne en liquidité sur un bien, quand une opportunité se présente, et Dieu seul sait que sur le continent africain, des opportunités, il y en a tous les ans. Et toi qui as l'œil aiguisé, tu en vois partout. Quand la liquidité est là, on parlera après de cash is king. Ouais. Quand la liquidité est là, c'est intéressant. Et ils te diront, il vaut mieux que tu places ton argent sur un DAT, donc dépôt à terme, à 7%, et que toi, tu t'endettes à 7 ou 8%. La réalité, c'est que ton coût de crédit, il est à peu près, on va dire, à 1 ou 2 avec les taxes. Mais pendant ce temps-là, tu as de la liquidité disponible. Maintenant, là où moi, je voudrais les interroger la prochaine fois que je vais les recevoir, c'est quand vous nous dites qu'on a de la liquidité disponible, moi, je veux savoir, pour garantir le crédit, parfois, on te dit qu'il faut bloquer les fonds. Donc, cette liquidité, elle n'est pas si disponible que ça. Donc, ça, c'est la prochaine question que je poserai à mon invité banquier. Il y a une totale différence entre le crédit immobilier et le DAT. OK. Parce que les gars te disent, oui, on fait un DAT que tu peux avoir tout de suite selon un montant. Donc, effectivement, si tu as 7% et que tu as 8, tu as 1%. Effectivement, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose qu'un crédit immobilier. Un crédit immobilier, on va te demander de mettre 20-30% à 8% hors taxe. Donc, toi, tu vas te retrouver à avoir des mensualités. Et moi, je l'ai vu pour des proches à moi. Ils ont eu un crédit ici à Dakar, 1 an. Et c'est des gens qui avaient une situation, qui travaillent dans des grosses boîtes en France, 1 an. Et on t'explique 1000 choses. Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là où je leur en veux un peu, où c'est pas clair dès le départ. Mais moi, je fais pas de prêt bancaire. Tu sais. Pour le coup, parce que moi, quand je discute avec des banques, ils me disent quoi? Oui, mais vous pouvez vendre plus cher. Mais il y a une réalité de marché. Oui, mais... Et oui, on ne peut pas forcément vendre plus cher. Voilà, merci. C'est pas l'idée. C'est Bien moi, sûr. je vous demande de prêter. Donc, ça veut dire que vous me dites que vous voulez vendre plus cher. Je ne suis pas dans l'hypothétique. Bien sûr. Parce que eux, quand il s'agit de saisir et après de dire non, il y en a pas. Non, tu vois, donc, c'est un autre truc. Mais voilà, il faut. Quel banquière t'as brisé les rêves, Pathé. Non, en fait, je suis allé une fois quand je suis arrivé à Dakar. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai fait des prêts à la banque en France. Donc, je connais le système. Ouais. Ils m'ont proposé des choses, mais je leur ai dit, mais la personne qui accepte ça, elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est dangereux. Donc après, c'est pour ça que vous êtes là, il faut déposer de l'argent, avoir des garanties, parce que les gens, ils n'arrivent pas à payer. C'est normal, parce que regardez ce que vous proposez. Et surtout, et c'est pour ça que cette discussion, de toute façon, elle sera passionnante avec différents interlocuteurs bancaires, mais en fait, c'est pour ça, tout ce qu'on a dit auparavant, regarde bien ton rendement locatif. Parce que si tu t'es mal calculé,
crois-moi que le crédit immobilier que tu vas rembourser, lui, il ne va pas te rater. Exact. Ne pas acheter trop haut. Parce que si tu achètes trop haut prix au mètre carré, quand tu voudras revendre, malheureusement, le marché te contredira. On dira, tu as emprunté à 100 millions un bien qui coûtait 150 millions. Nous, on est prêt à te le racheter à 90. Comment tu fais? Donc, en fait, dans tous les cas, il y a aussi la responsabilité de l'investisseur. Totalement. Parce que pose-toi les bonnes questions au bon moment pour que tu ne te retrouves pas dans une position délicate. Exact. Et je pense que ceux qui sont en train de réfléchir à investir maintenant, avec toutes ces questions-là, qu'ils vont au moins poser à leurs agents immobiliers, à leurs notaires, à leurs banquiers, Exact. à leurs assureurs, je pense qu'au moins ils vont extraire des informations intéressantes. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, on sait que d'ici une trentaine d'années, la proportion de la jeunesse africaine et de la population de moins de 25 ans, elle va être exceptionnelle. Donc le sujet des jeunes, de l'investissement des jeunes, il est primordial. Et d'ailleurs, quand je discutais un peu en off de cette émission, beaucoup de jeunes me disaient « diffuse parce que moi, il faut que je collecte de l'information », ça c'est un. Et deuxièmement, quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast vidéo, je me suis dit « je veux faire l'émission que moi j'aurais aimé regarder avant de me lancer dans l'immobilier ». Donc toi, quel serait le message que tu pourrais donner, même à des jeunes entre 17, 18, 20, 21 ans, pour commencer à rêver de leur patrimoine immobilier à des moments où on croit que c'est impossible? Mais qu'est-ce que tu leur recommanderais maintenant de rêver pour que ça puisse devenir réel demain, ou de faire maintenant pour que ça devienne réel demain? Déjà, de suivre le podcast Immobilier d'Afrique. Parce qu'on a fait. Ouais. Et, bientôt 10 ans pour moi, un peu plus pour toi. Donc, de se former et d'apprendre. Parce que ce n'est pas des blagues. Nous, on l'a fait il y a quelques années. Et moi, j'ai payé des formations, par exemple. Moi aussi. Ben voilà. Tu vois. Donc, se former et après de passer à l'action. Honnêtement, il n'y a rien de mieux pour moi que de passer à l'action. Mais il faut vraiment aller chercher l'information. Moi, les peu de vidéos que j'ai pu faire, à chaque fois quand on m'a reconnu, on m'a dit « franchement, continue, ça m'inspire ». Et c'est ça qui me motive. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui te donne l'information. Donc vraiment, de prendre l'information là où elle est, se former et surtout après de pouvoir passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui prime. Parce que tu vas te former, tu vas apprendre toutes les connaissances. Et tant que tu n'as pas acheté, tant que tu n'as pas fait des rendez-vous avec la banque ou avec des agents immobiliers, la formation ne sert à rien. Donc vraiment de passer à l'action, parce que demain, ils peuvent impacter leur famille, des proches, des gens qui ne connaissent pas, et ça va tirer le monde vers le haut, surtout le continent vers le haut. Et pour finir sur cette thématique, moi j'aimerais faire la distinction entre investir dans des actifs qui se fructifient et dépenser dans des passifs qui perdent de la valeur. C'est ça. Et bien souvent aujourd'hui, avec la recrudescence des réseaux sociaux, l'image, l'envie de paraître et le mirage de la réussite sans effort, la glorification de la réussite par raccourci, on aime à penser que donner l'impression de réussir, c'est une forme de réussite. Exact. Alors que celui qui, dans son coin, est menuisier et ponce son bois et vernit son bois et travaille et qu'il est en salopette, lui, on dira qu'en fait, il s'en sort pas. Donc, quel regard tu pourrais encourager les jeunes à porter sur les actifs versus les passifs? Moi, quand j'avais 15-20 ans, j'avais pas la cote. Ça ne m'intéressait pas d'avoir des passifs parce que je savais qu'à la fin, la vie, c'est un marathon. Donc, franchement, le conseil que je peux donner à ces jeunes-là, c'est que, je vais regarder encore la caméra, c'est vraiment de pas tomber dans ce piège-là. Ouais. Parce que quelqu'un qui va te vendre le range, la belle maison, plein d'autres choses, tu ne connais pas sa réalité. Et ne pas tomber dans ce piège-là parce que toi, les efforts que tu auras faits à 17, 18, 19 ans, sache que ça va payer à une trentaine d'années. Incroyable, je suis d'accord. Donc, surtout, si je peux donner un conseil, c'est de surtout pas tomber. Je sais que c'est dur parce qu'on est passé par là et que quand on voit des gens avoir tout à 20 ans, 22 ans, on se dit mais comment ils ont fait, etc., etc. Mais d'être droit, de se former, parce que la vie, c'est un marathon. Tu vois, on est jeune et on a commencé assez jeune aussi l'investissement, mais c'est à l'âge là qu'on a commencé à peu près à s'intéresser, à se former déjà, à se développer personnellement. Donc, ne surtout pas tomber dans ce piège-là du paraître, parce que c'est faux. Moi, je suis promoteur immobilier. Moi, je connais des gens qui vous font croire qu'ils ont beaucoup de moyens. Quand il faut acheter, il n'y a plus personne. Donc, je le dis, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui vous font croire pas mal de choses, mais après, quand il faut payer, il n'y a plus personne. Donc, ne tombez surtout pas dans ce piège-là, parce que derrière, c'est vous qui allez gagner à la fin. Parce que la vie, c'est un marathon. La vie ne s'arrête pas de 15 ans à 25 ans, mais c'est plus tard que vous allez voir les fruits. Donc, je pars du principe qu'il faut se former. Allez, maintenant, les gens se forment de plus en plus tôt. Donc, moi, je pense qu'on était précurseurs, mais pas du tout.
Mais de 15 ans à aller 23, 24, tu te formes. 25, tu te formes. 25, 35, tu passes à l'action. En gros, ce que tu dis, c'est de ne pas dépenser son argent réel Exact. pour être en compétition avec des lifestyles virtuels Non, totalement. Ouais, c'est qui pas mal. n'existent même pas. Voilà, c'est N'est-ce ça. pas? C'est ça. Écoute, ça m'intéresse et je veux aller dans ton sens en disant cette vision long terme, Gary Vee en parle bien. Même s'il est un peu grossier, mais il en parle bien. Quand un jeune vient lui dire Gary Vee, j'ai 28 ans, j'ai envie d'être millionnaire avant 32, 33 ans, comment je peux faire, etc. Il lui dit vise dans 20 ans. Si tu te dis que je le ferai dans 20 ans, tout ton système d'organisation, il va se calmer, tu vas être plus prudent, plus rassurant, et ça se trouve, tu iras même beaucoup plus vite. Exact. Pathé, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Ouais, je dis souvent cette phrase, mais c'est une phrase bateau. La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Donc, ne soyez pas fous. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Ouais, on a démarré de pas grand-chose. On a cru en nous et c'est ce qui a fait la différence. Donc, honnêtement, s'il devait retenir ça, c'est cette phrase-là. J'aime bien cette citation. Merci Pathé. C'est moi. On se dit à bientôt et j'espère à bientôt dans Immobilier d'Afrique. À très vite. Merci.